bonsoir tout le monde. Apparemment un petit souci par rapport à la musique, mais rien de bien méchant. J'espère que ça n'a pas été trop brutal et trop abrupt. Je vais essayer de relancer vite fait la chaîne histoire de voir vos commentaires, parce que mine de rien pour ce soir ça va être quand même vachement important d'entendre les différents commentaires. Euh, Hop, voilà. Donc on y arrive. Bonsoir à tous. Donc bienvenue déjà pour cette première émission de la Crypte de Mana. Moi c'est Arnaud. Je suis ravi d'être en votre compagnie et ce soir, je vais être accompagné de mon fidèle acolyte, celui sans qui je n'arriverai vraisemblablement à rien et sans qui cette émission n'existerait sans doute pas. J'ai nommé Marco. Bonsoir Marco, est-ce que tu es là, est-ce que tu es avec nous? Cet homme est beaucoup trop modeste. Bonsoir tout le monde, bonsoir Arnaud, merci de m'accueillir pour ce premier épisode de la Crypte de Mana. Écoute, c'est un vrai plaisir. Du coup, ah voilà, ça y est, j'ai l'impression que sur le chat ça a l'air de fonctionner, ça me fait plaisir ce genre de choses. Donc Ok, du coup, super. la crypte de mana, c'est quoi finalement? C'est un concept d'émission autour de l'EDH, de l'Elder Dragon Highlander, ou du commandeur pour ceux qui le connaissent sous ce petit nom. Et donc notre objectif en Remarquez fait, l'accent de qualité. oh là là, tout de suite. Notre objectif, finalement, c'est de parler de l'EDH d'une façon, allez, on va dire un petit peu différente, de donner notre point de vue sur différents sujets, aussi variés que possible. Ça pourrait être des questions liées à l'état de Magic en règle générale, toujours par rapport au Commander, mais aussi des deck tech, comme ce soir, ou bien d'autres sujets. Si vous avez des idées, évidemment, on sera toujours preneur. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée de cette émission. Je sais pas si Marco, tu as quelque chose à rajouter que j'aurais oublié à ce sujet. Non, c'était relativement ça, partant du principe qu'il y a autant de façons de jouer au Commander qu'il y a de personnes qui jouent au Commander. La Crypte de Mana n'est qu'un autre point de vue. Un point de vue venant d'un deck builder fou et d'une personne qui l'admire énormément. Absolument. Et il a parfaitement résumé la chose, il est fort ce garçon. Du coup, voilà, j'ai switché un tout petit peu rapidement sur la slide suivante. On va commencer cette émission par une petite discussion en ces temps de confinement aigu, ça n'aurait échappé à personne, sur les façons de jouer à Magic chez soi, tout simplement, si on n'a pas de copain sous la main ou si sa compagne, par exemple, ou son compagnon, on va pas être sectaire, est particulièrement rebuté à l'idée de toucher du carton de luxe. Voilà, l'idée c'est de discuter un petit peu, de vous faire part des différentes façons qu'il y a de jouer en ligne. À commencer tout simplement par le traditionnel, le classique, l'original, hein, malheureusement on va pas y couper, Magic Online. Marco, je sais pas si toi de ton côté tu as déjà touché à cette petite chose. Tellement classique, tellement traditionnel que les gens qui y jouent sont très très minoritaires. Hein. C'est assez terrible à quel point genre ce support est le premier support de Wizards et il n'est utilisé que par très peu de monde, étant donné sa très très grosse difficulté d'accès pour les débutants. Il y a plusieurs facteurs qui font que c'est quelque chose qui est relativement austère. Puisqu'on parle d'austérité, d'une part l'interface. L'interface, elle a été créée en 2003, si je dis pas de bêtises. Elle est vieillotte, hein, cette interface. Elle a vu des jours meilleurs quand même. Alors pour résumer, pour ceux qui ne connaîtraient pas du coup précisément ce qu'est Magic Online c'est la plateforme internet qui est du coup sponsorisée officiellement par Wizards, sur laquelle ils organisent donc des événements et des tournois sur les différents formats supportés par Wizards et où ils actualisent les listes de cartes en incluant directement toutes les règles relatives à toutes les cartes. Donc c'est un simulateur de Magic en ligne pour les formats tels que le standard, le moderne, le commander, le pioneer et le popper, je crois. Ça. Donc c'est peut-être le grand avantage finalement de cette plateforme. Attends, je m'interromps 2 secondes. On m'indique que apparemment soit je suis pas trop fort, soit tu es trop, soit c'est toi qui es trop fort. Est-ce que là j'ai fait un petit réglage? Est-ce que c'est mieux au niveau du son? Est-ce qu'on nous capte un petit peu mieux? Grand suspense, toujours cette petite latence, le temps que les gens répondent. Le volume de Marco les est 30 secondes plus fort que celui d'Arnaud. Je vais baisser le volume de Marco. Ouh là là, c'est chaud ça. Très bien, je baisse. Oui, baissez-moi, c'est terrible. Voilà. Est-ce que maintenant c'est un petit peu mieux? Non, c'est pareil. Oh mon Dieu. Écoutez, je suis désolé, je vais essayer de régler ces petits détails. C'est les joies des aléas du direct. Hein, on est un petit peu à distance en plus, donc c'est habituellement on aimerait bien faire ça autour d'une table, hein, mais
Ah bah voilà, là c'est mieux, parfait. Alors je ne touche plus à rien, on va rester comme ça. Donc ouais, Ok. je reprends. Le grand intérêt de Magic Online, pour moi le seul Mhm. véritable intérêt, si je veux être tout à fait honnête et un rien cynique, c'est qu'on peut avoir tous les formats Mhm. officiellement soutenus par Wizards, donc avoir des vrais tournois officiels. Voilà, Mhm. c'est peut-être le seul véritable avantage de Magic Online, c'est d'avoir l'intégralité des cartes qui sont dispo et de pouvoir jouer en ligne Oui, assez l'intégralité facilement. des cartes qui sont dispo si on les achète ou si on les ouvre dans des boosters. Voilà, là on rencontre déjà le premier vrai gros inconvénient, hein, c'est que c'est payant. Alors ça va être l'inconvénient de tous les supports qui sont proposés par Wizards, Mm. parce que Wizards, quand ils créent des jeux autour de Magic et quand ils dépensent de l'argent pour développer des jeux autour de Magic, ils s'attendent à en récupérer en retour, Mhm. ce qui fait qu'on se retrouve avec des systèmes économiques, alors comme celui de Magic Online, qui n'est pas si éclaté que ça. En comparaison à d'autres systèmes dont on va peut-être pouvoir parler après, Ouais, ouais, non, ça pourrait parce être que pire. au moins on a la possibilité d'échanger des cartes, on a la possibilité de revendre sa collection. Ça, ce sont des options qui permettent quand même une certaine liberté, mais il faut tout de même dépenser votre pécule pour votre fetchland. Hein. Ça va coûter un peu moins cher que sur papier, mais ça va coûter cher quand même parce qu'il Mm. y en a peu et que tout le monde en veut. Bah, c'est ça. On rencontre finalement les mêmes problèmes qu'on peut avoir avec le format papier, hein. Il y a une question d'offre et de demande, et du coup, les Mhm. ticks, certaines cartes vont coûter plus de ticks, qui est la monnaie du jeu, que d'autres. Bon, cela étant, voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur Magic Online, parce que finalement, comme tu le disais, il n'y a pas énormément de monde qui y joue encore. C'est vraiment Mhm. des vieux de la vieille qui ont une vraie grosse collection dessus, essentiellement. L'interface ayant très peu évolué depuis 2003, bon, c'est... Disons que c'est un peu l'expérience test Magic Online. Hmm. C'est la version la plus officielle de ce que Wizards a pu proposer comme façon de jouer à Magic. Et c'est très facile du coup de comparer à Magic Online toutes les autres alternatives qu'on a à notre disposition. Absolument. Alors du coup, on va passer au suivant, qui est bah, celui que tout le monde vraisemblablement ici connaît, j'imagine, hein, c'est Magic Arena, qui a été lancé maintenant depuis quelques temps, qui est sorti de sa bêta, Voilà, et vous qui avez peut-être commencé Magic avec Magic Arena, en vérité. Vous avez peut-être repris Magic avec Magic Arena. absolument, et là, bah, force est de constater que c'est jackpot, hein, pour Wizards. Enfin, je veux dire, l'interface, elle est super propre, ça rappelle vachement Hearthstone de ce point de vue-là. Mhm. Ah bah Euh, c'est clair, hein, les mecs ils ont voulu faire leur propre Hearthstone. les cartes récentes sont présentes. Ils ont même lancé un format spécifique pour ceux qui avaient commencé avec Arena à l'époque d'Ixalan et de Kaladesh pour qu'ils puissent continuer à utiliser leurs cartes. Mhm. C'est de ce point de vue-là, ça me jackpot. Moi, ce que je regrette un petit peu sur Magic Arena, c'est avant Mhm. tout, c'est avant tout le modèle économique. C'est le modèle économique qui est cher, quoi. Enfin, tu dépenses une quantité de gemmes Ah oui, stratosphérique c'est clair. sans être sûr de pouvoir récupérer quoi De que ce pouvoir soit. Et obtenir les souvent, cartes que tu veux, c'est ça, c'est toujours la loterie. c'est ça, T'as c'est toujours pas ça. de système de craft en fait. Même comment dire, Blizzard, qu'on peut critiquer pour pas mal de trucs, avec Hearthstone, t'as un système de craft où tu peux te débarrasser des cartes dont t'as pas besoin pour obtenir au moins un exemplaire de la carte dont t'as besoin, et tu Absolument. pourrais la multiplier avec les wildcards, qui est une plutôt bonne idée en vérité. Les Complètement. wildcards, c'est plutôt une bonne idée pour Ah non, obtenir mais ton playset. ça manque d'un système de dust. On est parfaitement d'accord. Il faudrait pouvoir recycler C'est les cartes absolument nazes qu'on a et qui, de toute façon, dont on ne se servira pas, quoi. ouais, Euh, on peut pas ça, s'en servir, on peut pas les refiler. c'est ça, c'est un petit peu comme, ça me rappelle un petit peu les drafts finalement qu'on fait lors des FNM. Enfin, je sais pas si c'est Mhm. en ce qui me concerne. Quand je draft, je garde la rare ou les rares que j'ai récupérées, je garde potentiellement une ou deux zones co et tout le reste, ça reste sur la table pour celui qui veut le récupérer. Là, on n'a même pas cette possibilité. Mhm. C'est un petit peu tristou quand même. Ouais, c'est un peu triste en effet. Après, Mais bon, comment dire? il y a des petits aspects cosmétiques et en jouant gratuitement, on arrive à peu près à s'en sortir. Bah, jusqu'à ce que le set change et qu'on perde la majorité des cartes qu'on Ben avait ouais. récupérées. Enfin voilà. Et après, on peut se rabattre sur l'historique, qui est un format qui n'existe pas en papier. Mm, Donc, en fait, il y a toujours cette dualité assez frustrante quand on s'investit dans un, euh, dans un jeu de cartes digital sponsorisé par Wizards, alors mm, qu'on faisait déjà partie de la clientèle papier, c'est qu'on se retrouve avec deux collections séparées. Donc on peut plus jouer son deck préféré mm. qu'on a pris le temps et l'argent potentiellement d'amasser en papier. Eh bien on peut pas le jouer en ligne avec autant de facilité. Il faut d'abord investir aussi du temps, peut-être de l'argent,
pour pouvoir récupérer un semblant de ce qu'était ce deck, jusqu'à ce que la rotation passe dans le cas de Magic Arena, parce que c'est presque exclusivement du standard avant que l'historique arrive, et dans le cas de Magic Online, tout simplement devoir se taper une interface qui est quand même très contraignante et quand même devoir dépenser de l'argent. Et le problème, il est toujours là, c'est-à-dire qu'on rajoute, en fait, on rajoute des dépenses et on n'ajoute pas de l'accessibilité par rapport aux personnes qui ont déjà fait l'effort de s'intéresser à Magic. Tout à fait. Magic Arena, c'est très pratique pour les nouveaux joueurs, mais pour les joueurs établis, je trouve que c'est plus une contrainte qu'autre chose. Ah, je regrette un autre point aussi, c'est que Wizards a décidé manifestement d'en faire sa plateforme de prédilection, notamment pour tout ce qui est de la diffusion des tournois, et ça je le conçois tout à fait. C'est-à-dire c'est beaucoup moins cher de pouvoir de diffuser un tournoi sur une plateforme virtuelle que de devoir prendre des caméras, des micros pour filmer des gens qui ont des bouts de papier entre les mains. Ça je le conçois tout à fait. Ce que je comprends moins, ce que je comprends nettement moins, est-ce que enfin, il y a peut-être une logique commerciale derrière, mais pour moi elle m'échappe, c'est le fait que Wizards ne pousse pas davantage Arena via des codes. Je prends un exemple idiot. Avec Ikoria qui va sortir, on va avoir des decks commandeurs qui vont sortir, par exemple. Pourquoi est-ce que... Je sais que ça n'arrivera pas, donc pour ça je m'avance un petit peu là-dessus. Pourquoi est-ce que dans le pack commandeur qui va arriver, on n'aurait pas une carte spéciale avec un code qui nous permettrait d'avoir toutes les cartes d'Ikoria à la limite, hein, simplement, pas forcément toutes les cartes historiques, mais toutes les cartes qui sont dans Ikoria, dans Magic Arena. C'est une façon géniale d'inciter les gens à continuer à jouer. Potentiellement, ouais. Non, mais ce serait super. Ne serait-ce que, enfin, des trucs débiles, mais je sais que ça existait dans d'autres jeux de cartes qui n'étaient pas forcément des jeux de cartes en ligne et multijoueurs. Mais je pense par exemple à des vieux jeux. Je sais que des jeux Yu-Gi-Oh faisaient ça, où si tu avais la carte, tu pouvais rentrer le code de la carte, et en rentrant le code de la carte, tu pouvais obtenir la version digitale de cette carte. Ne serait-ce que faire ça. Il y a des solutions à tout. Enfin, je veux dire, en soi, Oui. c'est pas un système qui est extrêmement compliqué à mettre en place. Ils nous abreuvent déjà de tokens avec ou de cartes, de cartes avec des indications débiles sur les façons d'optimiser son deck ou les tips de pro. Enfin, tous ces bouts de carton qui finissent à la poubelle dès qu'on les ouvre, au moins qu'on. Enfin, je sais pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ne poussent pas davantage le format Arena. Pour moi, c'est de. Enfin, comment dire. Excuse-moi, Marco, on me dit à nouveau dans le chat qu'on n'entend pas super bien. Est-ce que c'est mieux maintenant? J'ai essayé de pousser un petit peu le son. Décidément, c'est un petit peu les montagnes russes ce soir. Hein. On va dire que ça sautait un petit peu. C'est la faute de SFR et des réseaux sursaturés le dimanche soir. SFR, il a bon dos. Hein. Déjà qu'on a commencé à se plaindre de Wizards abondamment. Aïe, du tout. C'est absolument dramatique. Est-ce que c'est, je sais pas si c'est Marco ou si c'est moi qu'on n'entend plus. Là, je peux difficilement pousser davantage le volume. Je suis un petit peu à fond. Allô, est-ce qu'on est toujours bien au niveau du volume? Non, j'ai l'impression que c'était un petit peu mieux. Bon, je vais essayer de laisser comme ça. N'hésitez pas dans le chat, hein, si jamais on peut améliorer les choses, on essaiera de le faire. Après, c'est toujours un petit peu compliqué dans ce genre de situation. Mais enfin bon, on va essayer de s'en sortir. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour sur Arena? Est-ce qu'on passerait pas sur autre chose, Marco? Bien sûr. Bon, alors du coup, on va passer à la version gratuite maintenant. Les trucs qui coûtent rien du tout. Oui, je sais. Arena, normalement, est gratuit et on ne dépense que si on en a envie. Je suis d'accord. Là, je vais vous parler d'un truc 100% gratuit. Oui, Arena est gratuit, comme les free-to-play le sont gratuits. Il faut arrêter de dire que des free-to-play, ce sont gratuits. Absolument. Là, on va passer aux versions non officielles. Exactement. Est-ce que tu as déjà touché à Forge? Alors, Forge, j'y ai jeté un œil. J'y ai pas touché à proprement parler, mais j'y ai jeté un œil justement quand tu m'en as parlé. Ça a l'air d'être plutôt sympa, mais plus de ce que j'ai compris pour du 1v1. Alors, oui et non. C'est effectivement... Moi, je m'en suis énormément... Alors du coup, Forge, en quoi ça consiste? Alors, Forge est un client pour jouer à Magic qui est entièrement gratuit et qui a un immense avantage par rapport à la concurrence, c'est qu'il propose une IA. Il propose une IA qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais qui fait le taf, qui fait très honnêtement le taf, qui se défend honorablement en draft, notamment dans les sélections des cartes. Et ça permet de jouer contre une IA quand on a vraiment personne sous la main, de façon assez satisfaisante, d'autant que ça existe également sur Android. Je ne sais pas si c'est une version iOS, j'avoue que j'ai pas poussé la recherche jusque-là. Mais c'est un client qui marche vraiment bien. Toutes les cartes sont répertoriées, une communauté extrêmement active à chaque nouvelle sortie d'extension qui se dépêtre pour réussir à sortir ça. Magic Puzzle Quest. Alors on est toujours...
Voilà, donc On est toujours sur un système où les règles des cartes sont inclus dans le code de l'application. Absolument. Tout D'accord. est réglé. Alors, parfois, il y a quelques petits bugs, parfois ça plantouille. Évidemment, Ça arrive, hein. Voilà, c'est un programme qui a été développé par des fans pour des fans. C'est une communauté bénévole, donc il ne faut pas non plus trop leur en vouloir. Absolument, c'est Et cross-platform. puis il faut pas abuser, même des professionnels. Ça marche vraiment très très bien. Et ce que j'aime énormément aussi sur cette plateforme, c'est le côté très intuitif du code. C'est-à-dire que si jamais tu veux Ouais. toi-même rentrer tes cartes ou créer tes propres mondes, j'y viendrai juste après, tu peux. Tu peux assez facilement. D'accord. C'est vraiment pas Ouais, compliqué. c'est open source, quoi. La syntaxe, c'est pas compliqué à piger. Uh-huh. Et donc, pour moi, le point vraiment fort de Forge, c'est le mode quest. Mhm. C'est-à-dire que tu démarres avec. Je sais pas si tu te souviens du vieux jeu Microprose Chandalar, où on démarrait Mhm. avec l'équivalent d'un reste de draft absolument pourri, et puis progressivement, on affrontait des adversaires qui nous donnaient des cartes et on améliorait Ah bah les oui, decks oui, qu'on oui. avait. Voilà, et ben là, c'est le même principe. Tu vas Ouais, un démarrer peu comme avec. Magic Duel ou autre. Exactement. Et donc là, tu démarres avec Ok. un pool de cartes assez réduit. Tu peux choisir, tu peux le paramétrer comme Mhm. tu veux. Tu vas gagner des Mhm. crédits au fur et à mesure de tes combats et des drafts que tu vas gagner aussi, qui te permettront d'acheter de nouvelles Mhm. cartes, de te déplacer de plan en plan. Il y a un côté immersif qui est vraiment très 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 sympa dans Forge. Moi, c'est un Je vrai coup vois. de cœur, ce programme qui est vraiment extrêmement efficace. Je vous invite fortement à essayer si vous l'avez pas fait. Ne Ok. serait-ce que pour jeter un petit coup d'œil. Enfin, c'est vraiment totalement legit. Je sais pas si toi, du coup, Ok. de ton côté, Marco, tu as eu l'occasion de tester. Alors l'occasion de l'essayer, non, mais du coup j'ai regardé des vidéos des gens qui s'en servaient. Effectivement, ça a l'air d'être un programme qui est très pratique, comme tu dis, pour notamment du playtest. Mhm. Effectivement, comme tu dis, quand t'as pas d'amis sous la main. Et, euh, je mets un peu l'emphase sur ça parce que euh, autant, euh, autant Magic, c'est très sympa et c'est sûrement l'un de mes jeux favoris, le jeu favori de pas mal de personnes. Autant Magic tout seul, ça fait un peu pitié. C'est un peu triste. Avoir au moins une intelligence artificielle qui te permette de te rendre les cartes pour pas jouer tout seul et tester tes stratégies pour pouvoir les mettre à l'épreuve quand tu as l'occasion de jouer, quand on aura tous l'occasion de sortir du confinement, Mhm. ça, c'est quelque chose qui peut quand même faire plaisir. Et Alors, pour le coup, Magic étant le jeu aussi complexe qu'il ne l'est, mhm. parce que tu disais qu'il y a des petits couacs au niveau des interactions entre les règles, mais en même temps, même des professionnels et des juges de niveau 4, parfois ils font des bourdes. Ouais. Donc effectivement, un programme développé par les fans, ça arrive qu'il puisse y avoir des bugs, c'est tout à fait compréhensible. Et justement, une intelligence artificielle qui est capable de naviguer à travers la complexité qu'est euh, qu'est Magic en Mhm. général, je trouve que c'est tout à fait honorable. Ah ouais, non, après, faut bien voir que ça reste une IA quand même relativement basique. Hein. Elle va pas non plus faire des choix stratégiques Mmh. absolument de ouf, elle va pas essayer de te bluffer ni rien, mais ça fait le taf. Ouais, Ça fait mais vraiment le elle va taf. jouer au jeu. Alors, on me demande si c'est Ouais. téléchargeable sur Google Play. Non, non, c'est via une APK spécifique. J'ai pas le souvenir, en tout cas, je viens de vérifier, je l'ai pas vu sur Google Play, mais je vous L'avantage mettrai d'Android, c'est que c'est la flexibilité du truc, quoi. exactement. Je vous mettrai un lien qui permettra de récupérer l'APK ailleurs. De mémoire, enfin, si vous tapez Forge MTG dans l'ami Google, on tombe directement sur le site avec sa communauté. Et de là, c'est assez facile de naviguer pour réussir à trouver l'ensemble des fichiers nécessaires pour pouvoir s'y mettre. Alors, il y a un petit bémol que je donnerais quand même à Forge. Sinon, ça serait vraiment le logiciel parfait. C'est que l'interface pour jouer en ligne est pas terrible. Dès qu'on Mhm. veut. Ben, j'ai essayé vite fait pour voir ce que ça donnait. J'avoue que je suis très très vite parti. C'est Ok. Ça vend pas spécialement du rêve. Au contraire Voilà. du Qu'est-ce que dernier tu qui est entends le par là? programme. Hmm. Qu'est-ce que tu entends par le fait qu'elle soit pas terrible? C'est confus, c'est difficile de naviguer C'est confus, dedans. les serveurs plantent régulièrement et il n'y a pas grand monde. Voilà. D'accord. Donc du coup c'est un petit peu dommage. C'est peut-être un aspect qui sera développé à l'avenir, mais pour l'instant je peux pas dire que le online sur Forge soit vraiment, vraiment efficace. En revanche, c'est vraiment Ok, le ok. cas Donc pour c'est moi. Magic en single player, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment pour moi, c'est la meilleure façon Ok. de jouer Magic tout seul. Mais du Clean. coup, je voudrais passer sur la dernière façon de jouer sur PC ou sur Mac, on va pas faire de sectaire, Mhm. de Mhm. ce soir, Ah, dont mais on a parlé ça il n'y a c'est pas très cool qu'ils longtemps. obtiennent, enfin, comment dire, qu'ils apportent un support de Mac. Ouais. Parce qu'on n'en parle pas assez de tous ces Mac users qui jouent probablement bleu parce qu'ils se prennent pour des intellectuels et on balance le hot tech, c'est comme ça, c'est terrible. Non, mais ce que je veux dire, tous les Mac users qui n'ont pas forcément l'occasion d'accéder à la totalité des programmes Hmm. qui ont été faits par des fans, et celui-ci le propose. Je t'en prie, Maran. Ah ouais, non mais c'est...
C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Enfin vraiment, jetez un petit coup d'œil sur Forge, ne Mhm. serait-ce que pour la curiosité, ça vaut le détour. Je passe sur celui qu'on est relativement nombreux, qu'on est relativement nombreux à utiliser, je pense, dans le chat ici, et puis dans Mm. l'absolu pour jouer à Magic en ligne. Je pense à Cocatrice, qui est pour moi la meilleure Très belle solution. découverte pour moi. Voilà, notamment pour jouer en EDH, il y a une grosse communauté qui s'est formée. Surtout en plus en Mhm. période de confinement en ce moment, ça y va sévère, je peux te dire, les games, il y en a absolument Oui. sans arrêt, sans arrêt. Tu J'en m'étonnes, ça regretterais, doit être intense. j'en regretterais presque d'avoir des enfants pour pas pouvoir jouer davantage. Non, je déconne. Mais non, Cocatrice a plusieurs avantages pour lui et quand même quelques petits inconvénients. Premier avantage, à mon avis, il a énormément évolué depuis sa création. Au départ, c'était vraiment une interface foutoirdesque, ignoble, quasiment injouable. Là, aujourd'hui, on a quelque chose de clair, Mhm. de facile à utiliser, de gratuit Tout et de à très fait. complet. Ça, c'est le premier point. Alors, l'avantage de Cocatrice et comment dire, et de Forge qu'on n'a pas mentionné, qui n'était pas explicitement mentionné, mais que vous avez dû comprendre, c'est que étant des logiciels développés par et pour les fans, on n'a pas de système économique derrière. Toutes les Yes. cartes nous sont directement accessibles dès le départ. Donc vous avez la possibilité de créer tous les decks que Mhm. vous voulez. Ce qui est vachement avantageux si vous avez envie de jouer notamment sur des formats particulièrement onéreux et puissants. Je pense au moderne, je pense au legacy, je pense au vintage, Mhm. mais je pense aussi tout simplement de jouer avec les gros joujoux du Commander. Ouais. Bah c'est ça, c'est-à-dire que bon, après ça dépend de chacun et sa philosophie. Je sais que quand moi je joue sur Coca, j'ai tendance Tout à fait. à reporter les decks que j'ai en papier, mais j'ai Moi une très aussi. grosse collection et je n'ai aucun Mhm. problème lorsque quelqu'un dit bon bah très bien, j'ai rentré tous les bilans et puis j'ai rentré les trucs que j'avais pas. C'est aussi pour ça que c'est aussi à ça que ça sert. Et c'est une très bonne façon de Ah mais playtester aussi un deck avant d'investir potentiellement dedans en papier. Ou pas d'ailleurs. mhm. Non, mais puis quand bien même, quand tu as la beauté justement d'avoir une belle collection et d'avoir une belle collection de cartes, quand tu te retrouves dans cette situation-là, tu peux décemment du coup avoir une énorme bibliothèque de decks avec des exemplaires de cartes que tu as qu'en une seule fois, qui sont du coup techniquement interchangeables, mais qui seraient une perte de temps monstrueuse en Mhm. papier. Mhm. Et bien en digital, tu as une petite collection compacte de tous les decks auxquels tu as accès, Mhm. et tu peux mettre ton bilan bah, partout. Absolument. C'est un avantage entre guillemets, enfin c'est purement moral entre guillemets, comme c'est entièrement gratuit, on peut jouer avec tout ce qu'on veut. Après, on s'accorde en fonction de son playgroup. De toute façon, le commentaire c'est un format social, donc il faut toujours s'accorder avec le playgroup si on veut pas avoir des accrochages. Mais si on a envie de jouer avec les cartes les plus puissantes de Magic, qu'on les ait ou qu'on les ait pas, c'est une possibilité. Et le fait que ce soit une possibilité, c'est un point fort. Une possibilité, et encore une fois, je le rappelle, intégralement gratuite. Bien sûr. Parce que Magic reste un jeu extrêmement cher. Et je pense à Mhm. tous ceux qui ont investi, dans n'importe quel format d'ailleurs, qui ont acheté des cartes qui ont acheté leur carré de différentes cartes qui coûtaient la peau des fesses, sans forcément savoir que le Decil Deck allait parfait ou non, et qui se retrouvent comme deux ronds de flanc quand ils voient que bah, non, ça marche pas. Je pense qu'on est tous plus Ah. ou moins passés par là à un moment ou à un autre, et c'est quand même quelque chose d'extrêmement frustrant quand ça arrive. Mhm. Donc voilà, du coup sur Cocatrice, ouais. pour moi, c'est un peu un programme qui permet de jouer comme si on jouait avec des proxys. Hmm. C'est-à-dire, on joue à Magic, euh, on joue à Magic avec des bouts de carton digitaux. Les règles ne sont pas incluses dans le programme, contrairement aux trois programmes qui ont été mentionnés précédemment. Donc, ce jeu est le parfait simulateur de table de cuisine. C'est-à-dire que on bouge les cartes, on interagit avec, et tout le monde va devoir être vigilant à ce que tout le monde respecte les règles. Complètement. Ça n'est pas le jeu qui va définir ses lois par rapport à comment il est codé ou il est construit. Lui, il ne propose que la plateforme, il ne propose que le strict minimum, Ouais. ce qui est déjà bien assez, on est d'accord. Euh, il ne propose que le visuel des cartes, la façon d'interagir avec, et toutes les zones de jeu nécessaires à jouer à Magic correctement. C'est ça. Je rebondis d'ailleurs sur ce que dit Bird dans le chat. C'est vrai qu'il y a Xmage qui existe et qui lui a un système qui permet d'automatiser les différentes interactions. Pour avoir essayé, je dois dire que je suis pas un immense fan de l'interface. Je trouve Cocatrice un petit peu plus facile à utiliser, mais bon après c'est une question de goût aussi. Hein. Les goûts et les douleurs. Je... Oui, tout à fait. C'est voilà. Bon, puis j'avoue, j'ai pas traîné mes guêtres outre mesure sur ce truc-là, donc je vais pas trop en parler pour pas dire trop de bêtises. Mais voilà, bon, Mhm. c'est différentes façons de jouer sur un PC. Voilà, on en a cité quatre différentes, officielles, non officielles. Avec ça, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas tripoter du carton.
Est-ce Donc qu'on voilà, passerait en pas ensuite? résumé, si vous voulez faire des tournois, jouer à Magic Online ou jouer à Magic Arena, si vous avez envie de faire du standard Magic Arena, enfin du standard sans dépenser de l'argent en papier et amasser une connexion en papier, Magic Arena reste une bonne opportunité. Forge, c'est si vous avez envie de playtester ou de jouer tout seul toutes vos petits decks et toutes vos petites stratégies. Et Cocatrice, c'est quand même la meilleure occasion pour jouer avec des copains à distance, avec vos collections papier transcrites au digital. C'est génial, on vient de discuter pendant un quart d'heure sur ces plateformes et t'as résumé en 30 secondes tout ce qu'on vient de dire. En fait, Mhm. t'as plus besoin de moi, c'est bon, vas-y, je te laisse les clés. Débrouille-toi, Marco. Il faut savoir conclure. Absolument. Parfois, il faut savoir Hmm. perdre. Du coup, on va passer au deuxième sujet de ce soir, à savoir le grand buzz du moment, les Mystery Boosters. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut le coup? Pardonnez le jeu de mots un petit peu foireux. Je sais pas si tu as eu l'occasion de drafter cette petite chose, mon cher Marco. Euh, Malheureusement, non, pas encore. Le confinement oblige. mais enfin, j'ai eu droit à un. Bah, juste avant le confinement, justement, c'était vendredi. Vendredi, pas celui qui vient de passer, celui d'avant, où on a fait un mystery draft à 16. Et Oui, je sais, c'était. j'étais censé récupérer ta place. Ben c'est vrai, c'est vrai. Puis finalement, j'ai pu me libérer in extremis. Je suis désolé, excuse-moi, pardonne-moi, je suis un petit vermisseau. Mais il n'y a pas de problème, Arnaud, ne t'en fais pas. Bon, arrêtons de Mais nous farcir le j'espère dos. que vous êtes bien amusés. Ouais, c'est génial. Honnêtement, en termes de draft pur, d'expérience draft pure, tu as vraiment le sentiment de faire un chaos draft sans avoir à Mhm. débourser des 1000 et des 100 pour les. Pour Pour les les... différents boosters Oui, de c'est ça. différentes C'est éditions. exactement ça. Surtout pour les vieilles éditions. Là, on a Mhm. vraiment des cartes qui viennent d'absolument tous les sets possibles et imaginables. Et Mhm. Alors, c'est quoi la structure du Mystery Booster, rappelle-moi? alors, dans un Mystery Booster, tu as pour chaque couleur deux cartes qui sont soit communes, soit unco. Tu Ok. as une multicolore, tu as un artefact ou un terrain, et tu as une carte pré-M15 qui peut être rare ou non, une Mhm. rare post-M15 et une foil dans une Mhm. liste de 121 cartes. Là où je parlais de loterie, pourquoi Mhm. je parlais de loterie? Parce qu'il y a quelque chose comme 1600 cartes dans le set, avec uniquement des rééditions. 1694, je crois, précisément. Voilà, merci pour la précision. Et Mhm. ça a vraiment été bien pensé en termes de contenu parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Tu en as pour la personne qui veut drafter du chaos et qui veut s'amuser. Tu en Mhm. as pour la personne qui veut étoffer sa collection de commandeurs. J'ai ouvert une boîte rien que Mhm. pour le plaisir de tripoter ces cartes-là et de voir ce que j'avais. Mhm. Ça a été sanglant, ça a été absolument. Enfin, on chope vraiment de très très belles choses. Mhm. Tu as le côté collection. Euh, Là, le but de ce soir, c'est pas forcément de parler de la finance dans Magic, mais je fais juste un aparté là-dessus. Je suis persuadé que ces boîtes-là, d'ici quelques années, vaudront une petite fortune. Ne serait-ce qu'en regardant Ah d'ailleurs ouais? le prix maintenant sur MKM. Il y a encore 2 semaines, tu en trouvais à 90 euros. Aujourd'hui, tu n'en trouves pas une en dessous de 110. C'est Donc, quand même étrange parce que, enfin, comment dire, avec un pool de cartes aussi large, même s'il y a des gros heavy hitters de temps en temps, enfin, c'est trop incertain pour miser dessus, non? c'est relativement incertain, mais d'un autre côté, dans les foils, tu as des choses plutôt sympas. Tu as des énormes staples du Commander. Je pense à Expropriate, je pense à Mana Crypt, je pense à Teferi's Protection. Ouais. Il y a quand même des choses. Bah, c'est. Ouais. Mystic Study, qui est toujours en commune d'ailleurs dans le booster. Demonic Tutor en Unco. Je veux dire, la Mhm. probabilité de tomber sur des choses extrêmement jouées dans le format est très élevée. Euh, Mhm. et Ouais, ouais, bah, j'avais fait une petite liste. Je pense au corps du héros aussi, une carte qui était montée très très vite et qui n'avait pas reçu de reprint, qui est jouée dans tous les decks tribaux mhm, et qui n'a reçu qu'une seule impression dans les Commanders 2017. absolument. Euh, Voilà, c'est une occasion ouais. de se faire une collection de staples à relativement peu de frais. Burt nous précise Mhm. que c'est 2152 cartes. Pardon, effectivement, autant pour nous, autant pour nous. C'est. 2152. Ouais. Bah écoute, Mon Dieu. selon Burt. Mais effectivement, quand tu regardes ce qu'il y a dedans, alors ouais, il y a pas mal de boules noires, notamment dans les Communion Co. Et puis dans les rares aussi, il y a des choses qui, Bah, qui, bien qui sentent un petit évidemment. peu le fumier. Mais Mhm. globalement, quelle value! Quelle value absolument extraordinaire là-dedans! Mhm. C'est. Ouais, Ah, c'était son ça fait code, envie, c'était ça fait son, envie. c'était son, c'était son code Discord. Non, mais je raconte n'importe quoi, je commence à fatiguer aussi. Voilà, ça passe pas trop. Je vais ignorer gentiment le chat. Et ça va très très bien de se passer. Voilà, c'est bon, comment se ridiculiser en direct, c'est formidable. Ouais, donc pour en revenir aux Mystery Boosters, évidemment, le must du must, ça reste de pouvoir les drafter.
Il n'y a pas, y a pas de mystère. Ouais. Mais d'un autre Encore côté, une fois, craquer des boosters pour de la value, je pense qu'on ne le rappelle pas assez, n'est pas une façon efficace de jouer à Magic. Ça n'est presque jamais cost efficient. alors, À moins que vous ayez justement, énormément de moules. Justement, j'insiste là sur le presque parce que pour moi c'est peut-être Ouais. le set qui se rapproche le plus de la viabilité d'une telle stratégie. Dieu sait que c'est pas du tout le cas, notamment pour les sets récents, je pense au standard Ah, mais là, éventuellement. là tu es en train de me dire que jouer à la loterie, c'est une stratégie viable. Dans ce cas précis, oui, parce que vu la quantité absolument hallucinante de value que tu trouves dans ces boosters, ça vaut le coup. Ne serait-ce que pour quelques-uns. Mhm. Et pourtant, Dieu sait que je suis conservateur sur ce sujet-là, mais là, j'ai vraiment été extrêmement surpris par le nombre d'horreurs que j'ai pu sortir, dans le bon sens du terme, hein, mais d'horreurs que j'ai pu Oui, bien sortir de sûr. ces boosters. C'est impressionnant, Ouais. vraiment. Ouais. En Donc tout cas, si voilà, vous êtes des amateurs de draft, draftez-les. ah, Ça vaut quand même toujours mieux. Plus le ça coup, m'a quoi. beaucoup rappelé l'expérience en cube, en fait. Ah, J'ai un cube que tu as eu l'occasion de tripatouiller aussi à la ah. maison. Mhm. Et en termes Effectivement. d'expérience de jeu, pour moi, c'est ce qui vraiment se rapproche le plus. Pas forcément en termes de puissance intrinsèque, parce qu'évidemment, on n'a pas le P9 ni rien, mais en termes de sensation En de termes de construction, diversité. ouais, en termes de diversité, évidemment, mon cube a quelque chose comme 700 cartes, donc forcément, tu Mhm. vas passer un certain nombre de choses à chaque fois. Et ben là, c'est un peu Bien sûr. pareil, tu es obligé de faire avec les moyens du bord et de faire au mieux. Mhm. Alors que quand tu drafts, mettons en standard, tu sais qu'il y a certaines stratégies qui vont être de facto plus efficaces que d'autres et tu sais ce que tu vises. Oui. Et Tu voilà, cherches ton archétype. c'est ça. C'est un petit peu Mhm. ça. Bon, ben voilà, moi c'est à peu près tout ce que j'avais à raconter, hein, sur les Mystery Boosters. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter de ton côté. Alors moi, j'avais quand même, il y a une petite curiosité qui me fait un peu plaisir dans les Mystery Boosters, c'est les Oui, bien cartes sûr. de test Et qui c'est qui? sont, c'est cette espèce de petit clin d'œil qui fait quand même rudement plaisir et qui fait appel peut-être aussi au collectionneur qui est en nous. Parce qu'il y en a quand même un sacré paquet. Donc ces cartes-là, ce sont des cartes qu'on n'est pas forcé d'obtenir dans un Mystery Booster, de ce que j'ai compris. Non, alors ils sont réservés aux Euh, boosters qui sont en convention. Quand tu draftes du Mystery d'accord, Booster en convention, tu as droit à ces cartes de test qui remplacent la foil du paquet que tu trouves dans les Mystery Boosters plus classiques, on va dire. d'accord. Et ces cartes de test donc ne sont pas légales pour du jeu construit, mais ces cartes de test ont été designées en fait un petit peu comme les proxys qu'utilisaient les premiers designers de Magic au moment de jouer les uns avec les autres, au moment de créer le jeu en fait. Ce que je Mhm. trouvais plutôt sympa, du coup il y a des références, tout est fait avec des petits dessins un peu basiques. Ça fait bien La plaisir. plupart des titres et des effets sont des références, sont des jeux de mots. Je trouve que c'est un petit peu une lettre d'amour justement à ce qu'est Magic, à la façon où peut l'être un unset. Complètement. Complètement. Et Mais il y a des cartes qui dedans pourraient parfaitement rentrer dans des unsets, hein. tout à fait. Mais il y a des Ouais. cartes aussi qui pourraient rentrer, qui pourraient être des nouvelles mécaniques. C'est là, tu vois, c'est un peu la petite touche Future Sight, la Complètement. petite touche Unset, la petite touche un peu aléatoire où tu sais pas trop si cette carte, elle va vraiment pas inspirer un design plus tard ou Mhm. si c'est juste pour la blague, mais que la blague fait rire parce que finalement, moi j'aime beaucoup par exemple simplement One with Death. Ah, j'allais le dire. Cet éphémère à un mana, vous perdez la partie qui est bien sûr une inspiration, enfin inspiré de One with Nothing, Ouais. l'éphémère de Kamigawa. Tu perds la totalité de ta main, bah One with Death est encore plus efficace. Euh, Alors après, s'il y a moyen de le Enfin, racheter à t'as quelqu'un des d'autre, je trucs sais comme pas, mais ça. ça serait drôle. Ça serait très Pardon? très drôle. Ça serait très drôle de donner le contrôle de ce sort à quelqu'un d'autre via une autre de ces test cards, Bah avec Hive Mind, par exemple. l'enchantement là. Par exemple. Oh là là, ça peut être marrant. Mon dieu, le builder fou est prêt. Donc du coup, alors il y a Mangamania qui me demande si mon cube est powered. Oui, mais uniquement avec des proxys. Enfin, c'est-à-dire que les grosses cartes, le P9, les vrais bilans et tout, ce sont des proxys que j'ai amoureusement fait. Je vous ferai un jour un tuto éventuellement sur la façon de faire des proxys un petit peu classe si le cœur vous en dit. C'est une excellente idée. Mais voilà, c'est une façon de pouvoir contourner un petit peu la limite financière. Pardon pour cet aparté Marco. Mais c'est Pas vrai de que problème. ces cartes sont plutôt rigolotes. Ça fait un petit plus en convention dans les Magic Fest, hein. Si vous avez l'occasion, allez-y, d'autant plus que certaines de ces cartes, enfin la plupart de ces cartes sont très recherchées par les collectionneurs et à mon avis Voilà. pourront potentiellement atteindre une petite value d'ici quelques temps. Mais bon, là encore une fois, on s'éloigne un petit peu Potentiellement. du sujet.
Passerais-tu Oui, tout à à la fait. suite, mon Mais ami? en vérité, tu vois, comme on aurait pu accepter des cartes avec des bords argentés, tu vois, en commandeur, autant je sais qu'il y a des créatures légendaires dans ces cartes de test Mhm. qui feraient en vérité des commandeurs intéressants si ils sont autorisés par votre playgroup. Oh, totalement, totalement. Alors, Moi, je bon, pense. la monstruosité Slivdrazi, je sais pas si tout le monde l'acceptera. Non, bah, j'ai Euh, sous les yeux, et les autres ont les yeux, Louvac, l'aberration. Deux, un vert, un bleu, protection contre les créatures modifiées. Les créatures modifiées ont une force, une endurance ou une capacité différente de ce qui est imprimé sur elles. C'est génial comme idée, mhm. ça. Ouais, c'est sympa. Mais il y a que il y a que des mécaniques comme ça dans le truc. T'en as une autre. C'est un truc, c'est protection contre les multicolores, contre les cartes multicolores, mais seulement de couleur ennemie. Hmm. Donc protection contre les cartes Simic, Orzhov, Izzet, mais spécifiquement quoi. Ah bah, C'est, tu sens qu'ils se sont fait plaisir, hein. C'est. tu vois, la Everlasting Leech, une 4-0, elle Mhm. ne peut pas mourir. Elle a l'indestructible, elle ne peut pas être sacrifiée, elle ne va pas au cimetière en ayant 0 d'endurance. C'est génial. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est stupide, et en même temps, ça pose des questions sur les règles, sur le jeu, sur comment est-ce qu'on peut interagir avec le jeu, et je trouve que c'est ce genre de choses qui nous fait aimer le jeu, quoi. Bah écoute, c'est une jolie conclusion pour cette petite partie. Est-ce qu'on passerait pas au vif du sujet après ces quelques digressions sur ces Mystery Digression. Boosters et sur la façon de jouer? On s'est donné Mhm. un petit thème, un petit défi pour ce soir. On s'est dit qu'on allait vous faire Mhm. pour cette première une deck tech, mais on s'est donné une contrainte. C'est Marco qui a eu l'idée, hein, c'est sorti encore de son esprit complètement fou et génial. Euh, Absolument pas. comment il dément en plus, c'est magnifique. L'idée, ça a été finalement de faire un deck en EDH et de le construire autour de Carador, Carador bien connu de tous les amateurs de réanimation, mais en jouant autour de la logique des enchantements. Et ça, du coup, c'est effectivement moins banal, c'est beaucoup moins fréquent de voir des enchantements sur l'ami Carador. Donc comment est-ce qu'on a fait? Marco est arrivé avec cette idée, un tout petit peu à l'arrache, je crois que c'était hier soir que tu as eu ce truc-là, ou hier après-midi. Ah oui, complètement, ouais. Voilà, qui proposait ça, on était parti à la base sur complètement autre chose, et puis finalement il a eu cette idée un peu folle. Et on Bah, a dit, en fait, Carador Enchantress, ça vient d'où? Ça vient tout simplement de la volonté de faire quelque chose de différent, hein. Encore une fois, on essaie toujours de faire quelque chose de spécial avec nos créations de deck. On essaie toujours d'avoir un deck un petit peu qui sorte un petit peu de la norme, qui fasse parler autour de lui. C'est toujours un bonus. Et du coup, Carador, je me suis posé la question avec toutes les cartes qui sont sorties sur Theros, toutes les créatures enchantements qui sont sorties sur Theros, ça rajoutait plein d'outils pour les stratégies enchanteresses qui existaient déjà, comme par exemple Tuvasa, potentiellement Karametra. On a tout un préco enchantresse qui est sorti il y a 2 ans et qui se met aux couleurs de Bant. Qu'est-ce qu'on gagne si on enlève le bleu, qu'on rajoute le noir? On gagne des cartes qui sont extrêmement puissantes, très spécifiquement euh, dans le set de Theros, et on gagne la consistance et la récursion de Carador. ce qui donne des Et je choses assez trouve sales. que c'est intéressant. Du coup, alors juste un petit aparté sur notre façon Mhm. de construire aussi, ça vous donnera peut-être un petit aperçu, un petit insight sur ce que vous allez voir ensuite. Marco et moi, lorsqu'on construit des decks, dans notre crèmerie locale, on a souvent tendance à être vus comme ceux qui vont sortir les trucs de l'espace. Les builds les plus improbables, les stratégies les plus impossibles, mais c'est pas grave. Si on peut y arriver, on a tendance à essayer la chose. Enfin, je pense pas que tu vas me contredire sur ce point-là. Non, c'est vrai. Non, mais surtout que là, franchement, cette contrainte, elle est plutôt minime Ouais. par rapport au truc que tu as été capable de nous sortir, hein. Donc, Mais je trouve que c'est une bonne introduction justement à la façon de penser en dehors de la boîte pour ouais. des généraux dont on pense avoir fait le tour. Alors, du coup, comment est-ce qu'on a procédé? On a chacun construit notre deck de notre côté, sans consulter la liste de l'autre pour s'en inspirer. Ensuite, on s'est échangé Mhm. les listes, on a regardé, Mhm. et on a rassemblé d'un côté, donc ça va être la première partie, toutes les cartes qui sont en commun. Toutes les cartes qui sont en commun. Mon micro s'est rebaissé, je vais me rapprocher du micro, d'accord, d'accord, pas taper. Toutes les cartes qui sont en commun dans nos deux decks, il y en a un certain nombre, mais moins que ce que j'aurais pensé. Et puis ensuite, on va Mhm. discuter sur nos divergences, sur les cartes qui ne sont présentes que dans l'un des deux decks.
Et puis bah voilà, on va discuter des différents choix. Pourquoi est-ce que cette carte nous semble intéressante, sachant que ces decks-là, on n'a pas trop l'occasion de les playtester, donc ça a vraiment été buildé un peu à l'arrache, mais voilà, compte tenu d'une certaine expérience. Et bah écoute, sans plus Bah attendre. justement, enfin comment dire, c'est pour démarrer une conversation, c'est pour voir si ces listes peuvent potentiellement. Moi, je vais les tester, je vais Complètement. tester la mienne dans les jours qui Complètement. vont venir. Mm, mm. Et si ça marche pas, ben on va la raffiner. Si ça marche, tant mieux. Ça me paraît pas mal. Alors, un petit détail juste Mhm. sur la structure. On vous mettra les listes des deux decks, hein, de toute façon, sur le Facebook et puis sur le Discord également, sur les différents Discords. Mhm. Si ça vous Mhm. intéresse. Globalement, on s'est pas du tout concerté sur la question. On est tombé sur quelques stats assez rigolotes. La première, c'est la courbe de mana moyenne, enfin le coût de mana moyen. On est sur quelque chose d'extrêmement proche, puisque de mémoire, moi j'étais à 3,58 et toi tu étais à 3,62. Ce qui est quand Mhm. même C'est vrai. relativement voisin. Et puis il y a eu aussi la question Mhm. du prix. J'ai fait une liste qui était Ah beaucoup oui. plus entre guillemets budget. J'insiste sur le guillemet parce qu'il y a quand même quelques cartes qui cotent un peu. Contrairement à toi, où toi c'était YOLO, hein, tu t'es vraiment fait plaisir. Oh, je suis parti en live. Je suis parti du principe que fait un deck en les payoffs, les plus beaux payoffs des decks enchantress. Sinon, mieux vaut partir sur une stratégie, justement peut-être un peu moins onéreuse, peut-être un peu moins ciblée. Mm, mm. Et du coup, effectivement, j'y suis allé, j'ai mis Sanctuaire de Serra, quoi. Je me suis pas fait chier. Oui, il n'y a pas de souci. Mais bon, alors du coup, j'ai pas rentré la base de mana non plus dans les différentes cartes dont on va discuter ce soir, parce que finalement, la base de mana, pour moi, c'est pas la partie la plus intéressante. On mentionnera Bien sûr. éventuellement les quelques cartes qui sont présentes dedans et qui méritent le Les quelques détour. landes utilitaires Voilà. spécifiques. Mais sinon, Mais globalement, voilà, il n'y a pas le de... reste, vous construisez votre base de mana comme vous voulez. Exactement. Allez, sans plus attendre, on va passer du coup aux cartes communes, en commençant par le fondamental, hein, de l'EDH, la rampe. Mhm. Donc voilà ce qui est déjà de base dans nos deux decks. On retrouve finalement des choses qui sont assez classiques, hein, dans ces couleurs-là, avec quelques petites nouveautés quand même. Je pense notamment à la dryade du bosquet élysien. Je fais une mini parenthèse au niveau des cartes. Je suis navré s'il y a certains qui sont anglophobes parmi vous. J'essaie au maximum de mettre des cartes en français, mais certaines sur Skyfall n'étaient pas disponibles. Donc voilà, il y en aura quelques-unes qui C'est seront pas grave, on les difficiles. traduira. Voilà. Mais ouais, cette petite dryade en particulier, moi, elle m'a énormément impressionné dans les parties dans lesquelles j'ai pu la Mhm. sortir. Ouais. Ça fait le café. Ça fait véritablement le café. Cette carte, elle fait tout. C'est-à-dire qu'elle te fixe, elle te fait terrain supplémentaire. Donc si tu pioches, et dans les decks enchantress, Dieu sait que tu pioches, Oh là oui. c'est une exploration sur un corps qui en plus te fixe parfaitement. Parce qu'encore une fois, les terrains que vous contrôlez ont chaque type de terrain de base en plus de leurs autres types. Mm. Non seulement c'est une lanterne chromatique, ça veut dire que tous vos terrains tapent pour tous les manas, mais si en plus vous avez des synergies basées autour des terrains, comme par exemple avec un Valakut, alors ce sera pas dans ce deck là, mais Oui, ça ça paraît peut compliqué, exister. effectivement. Euh, non, non, effectivement, ça va être complexe. Mais ça existe et ça fonctionne. Cette dryade, pour moi, c'est un design qui est extrêmement poussé. Ouais. Ça Euh, me rappelle un petit de peu. la même manière que l'ancien en fleur de lys. Ouais. C'est ça. Alors là, pour le coup, c'est une merveilleuse transition. Ça, c'est marqué. Tu te prends le focus. Ils auraient dû l'appeler comme ça, cette carte. Tu te prends le focus. C'est extraordinaire comme C'est le générateur de mana. paratonnerre aux fleurs de Nyx. Ah non, mais ça reste jamais un tour. Si déjà tu arrives à survivre avec un tour sur table, t'es heureux. Ton tour à Mhm. toi, j'entends, hein, le tour où tu le joues. Mais Raison pour laquelle il faut le réanimer et flotter tout son mana en réponse. Comme ça, t'es bien. c'est à peu près ça. Il coûte relativement cher en mana, mais enfin, finalement, dans un deck qui va avoir une grosse rampe, cette mana, ça s'atteint extrêmement vite. Et Ouais. puis avec Carador, le fait de pouvoir le ramener encore et encore et encore et encore jusqu'à la nausée, enfin, C'est ça le truc. c'est juste Le truc, absurde, c'est quoi. qu'il soit résistant, quoi. C'est ça. Puisqu'on parle des gros enchantements d'ailleurs, Éveil du Mirari, c'est. Tu te prends le focus, le fameux dieu gaulois, oui, Ah j'aime c'est clair, beaucoup. hein. Non, mais ce qui est intéressant avec ces enchantements-là et avec qu'on a là dans la première partie, c'est toutes plus ou moins des staples de rampe. Hein. Dîme Ouais. étouffante, depuis qu'elle est sortie, elle est jouée dans tous les decks blancs. Ah bah, Éveil du Mirari, il est joué dans tous les decks qui peuvent le jouer parce que c'est une carte extrêmement bonne. mm, mm. Ancien Fleur de Nyx,
Moi, j'attends que cette carte elle monte en valeur parce qu'elle sera jouée dans tous les decks verts à partir d'un certain moment. Ouais. Et la Dryade du Bosquet Élysien, pour moi, c'est un nouvel oracle de Muldeia. C'est une carte qui va monter aussi très très vite. C'est assez bien. L'avantage de toutes ces cartes-là dans Carador, c'est que dans cette version de Carador, c'est que ce sont des enchantements. Donc même si tu te les fais détruire, t'as fait ta value avec tes enchantresses, t'as pioché ta carte. Et ensuite, l'ancêtre de la tribu Sakura, la Dryade et l'ancien peuvent se faire réanimer par Carador. Absolument. Donc ça tombe sous le sens en fait. C'est ça. C'est des options de rampe qui tombent sous le sens. Ça va être un leitmotiv récurrent, un fil rouge de ce deck-là. Ça va être value, 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 que ce soit au niveau du ramp, au niveau de la pioche en particulier. Vous allez voir qu'on va bien se gaver comme il faut. Mais voilà, on a tous les deux eu cette intention, j'ai l'impression, de vouloir vraiment jouer à fond la carte de la value dans ce deck-là, pour pouvoir sortir Carador rapidement et commencer à user et abuser de sa capacité. Alors, détail rigolo, justement, sortir Carador rapidement, c'est pas forcément mon objectif. En fait, je me suis rendu compte en jouant Carador, parce que j'ai déjà joué une version plus classique de Carador, je me rends compte qu'avec Carador, tu t'essouffles vite. Réanimer une créature par tour, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que ton cimetière, c'est ta deuxième main. Ça veut dire que tu peux jouer une carte de ton cimetière par tour. C'est un Muldrota. Si cette carte... Voilà. Si cette carte... oui, non, mais Muldrolta, c'est beaucoup plus fort, hein, parce que tu peux jouer plusieurs types de permanentes différentes depuis ton cimetière. Donc tu peux là, potentiellement, jouer 3, 4, 5 cartes de ton cimetière par tour. Là où Carador, c'est une seule créature. Donc il faut que cette créature, non seulement elle revienne, mais en plus elle compte. Si cette créature, c'est une créature enchantement, tu déclenches à nouveau toutes ces enchantresses parce que Carador te fait caster cette créature de ton cimetière. Et je trouve que l'emphase sur le cast est super intéressant pour créer de la synergie. Une fois que tu joues Carador, pendant ton tour, tu ramènes une créature enchantement de ton cimetière, tu as 2 enchantresses, tu pioches 2 cartes. Et là, non seulement tu remplis ta main, mais en plus tu t'es fait un +1 parce que tu as ramené une créature du cimetière. C'est là que la synergie est intéressante. Tu rigoles de ne pas avoir de Exactement laboratoire parce que tu vas te tuer au deck. Bon, c'est comment dire, tout le monde ne peut pas jouer bleu dans tous les decks. Sur ces premières cartes, je pense qu'on a à peu près tout dit. On va passer du coup à la suite. Alors, j'ai appelé cette section Value parce que ça comprend aussi bien la pioche que les différentes façons de tuto. Bah là, sans grande surprise, on va retrouver les enchantresses. Il n'y a pas photo. C'est tous les deux un petit peu jetés dessus comme des morts de faim. Forcément, hein. Le deck s'appelle Carador Enchantress, faut pas déconner. On va mettre un paquet d'enchantresses. Surtout que les enchantress qui sont relativement fragiles en général, même si elles ont tout un avantage les unes avec les autres, par exemple l'enchantress argotienne, elle a le linceul, donc elle peut se protéger de la plupart des trucs targetés. La championne cététienne et les dolons des fleurs fonctionnent sur la constellation, donc les enchantements n'ont pas besoin d'être castés pour te faire piocher. Et la présence de l'enchantress... Voilà. Et la présence de l'enchantresse, c'est un enchantement, donc elle est un petit peu plus résistante. Mais là, du coup, même les créatures qui sont un petit peu plus fragiles, comme l'enchanteur satyre ou l'enchantresse du Verdural, on peut les recaster avec Carador. Elles ne sont jamais perdues. Ah non, mais ça, c'est le genre de deck typiquement où on espère en tout cas qu'on va se gaver la main en permanence, quoi. Je ne peux pas imaginer de garder, à moins d'avoir une grosse base de défauts en face. Bonjour Dany, si tu nous écoutes. Je ne vois pas tellement descendre en dessous des 5 à 7 cartes en permanence, quoi. C'est la beauté du truc, c'est qu'on a toujours quelque chose à faire. C'est comme ça que j'ai designé le deck. Pour que tu aies toujours quelque chose à faire, même si c'est pas extrêmement puissant ou qu'il ait extrêmement d'impact, tu as toujours des options à ta disposition. On est d'accord. On passe à la suite. On est toujours dans la value. Là, on est sur des cartes un petit peu différentes, qui ne sont pas sur de la pioche directe. Enfin, si le projet gardien, je pense qu'on va passer rapidement dessus, parce que tout bêtement, c'est là aussi... Calix aussi, hein, techniquement, c'est de la pioche directe. C'est ça. Projet gardien, c'est vraiment une staple du Commander, au même titre que Team Étouffante ou que Ristic Study, qui est Ristic. C'est tout à fait. Dès que tu joues une carte... Comme quoi, bizarrement, en 2019, très très puissante, et on s'est tous jetés dessus. C'est comme des morts de faim. C'est un moteur de pioche extrêmement efficace. C'est un enchantement, ce qui ne gâte rien dans le deck. On va pas cracher dessus. Exactement. Calix, effectivement, on va souvent plus le jouer, je pense, pour son +1 que pour ses autres capas. Je le vois difficilement faire son -7, très honnêtement. Alors, effectivement, c'est difficile, mais dans ce deck, c'est tout ce qu'on veut. Malheureusement, on n'a pas accès à Estrid, qui serait un excellent lieutenant pour ce deck. Mais Calix fait un remplacement
tout à fait décent, tout en étant un moteur de pioche assez correct. Comme on aura en général un terrain qui sera encombré de créatures, parce qu'on reste un deck Carador, donc on reste quand même un deck avec beaucoup de créatures sur le champ de bataille, ce sera pas forcément très facile de se débarrasser de Calix tout de suite. On est d'accord, bah faut avoir ensuite hein, à l'usage, mais c'est vrai que sur le papier, bon, il a l'air Tout à taillé fait. sur mesure pour ce deck, quoi, et pas pour autre chose. Exactement. C'est... Puisqu'on parle de moteur de value, alors là, Sterling Grove, Bosquet solide, ça fait le café. C'est une carte dont je suis un immense fan depuis sa sortie. Mhm. Ça fait le café puisque ça donne le linceul à tous nos enchantements, tous nos autres enchantements, donc du coup ça leur donne une sacrée protection. Et puis ça permet d'aller Donne chercher. donc le linceul à la plupart de vos créatures dans ce deck. C'est ça, exactement. Et puis ça permet également, en le sacrifiant, d'aller chercher un enchantement et puis de le mettre directement dans sa main. Donc ça permet d'aller chercher le pit enchantement qui fait plaisir au bon moment. Voilà. C'est. Donc, soit le petit enchantement de destruction quand vous avez besoin de gérer quelque chose Mm, mm. absolument, soit la petite enchanteresse, par exemple la présence de l'enchanteresse ou les Dolons des fleurs, si il vous le manquait dans votre main de départ. C'est ça. Pour moi, dans ce deck-là, finalement, c'est quasiment un Demonic Tutor, hein, parce que ça va aller tutorer 80% du deck. Complètement. Et Bon, il puis te le Champ met pas dans d'étoiles. la main, il faut quand même que tu le caches, On mais est ouais, d'accord. Mais enfin, globalement, ça reste quand même extrêmement fort. Et puis Champ d'étoiles d'Onyx, c'est super fort. qui est Mhm. abominablement synergique avec notamment notre ami Carador, hein. C'est Mhm. c'est une carte que j'ai vraiment découvert il n'y a pas très très longtemps en plus et qui m'a Ah impressionné ouais. par la constance avec laquelle ça te ramène la bonne solution. Avec ça, Bah, enfin, t'as quasiment une deuxième main, quoi. ouais, c'est clair. Bah, Chant d'étoiles de Nyx, c'était pareil, c'était un peu un staple des decks enchanteresse. Je pense à Tuvasa ou à Karametra. Tu le voyais beaucoup dans ces decks-là pour ramener effectivement des enchantements, mais surtout pour bénéficier de l'effet opalescence, de transformer tes Mhm. enchantements en créatures et de commencer à taper. Dans ce deck-là, c'est un truc qui te ramène des créatures. C'est un Meren. C'est un truc qui va te faire de la value Sans constante. Et si tu condition. commences à multiplier ces effets, voilà, sans condition, si tu commences à multiplier ces effets sur Carador, tu commences à ramener 2-3 créatures par tour, Mhm. là, on est sur un moteur de value intéressant. Là, ça commence à être explosif et dangereux. Non, ce que je trouve aussi intéressant finalement dans toutes ces cartes-là qui nous ramènent de la value, c'est que même si on se prend une grosse vrasse qui tâche ou Mhm. quelque chose qui nous rase joyeusement tous nos enchantements, on a Mhm. suffisamment de cartes synergiques et de moteurs de value justement pour pouvoir rebondir derrière. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de decks qui se basent exclusivement sur les créatures ou sur un autre type. Je pense aux decks artefacts qui ont beaucoup de mal à Exactement. revenir derrière. Mhm. Enfin, pour le coup, j'ai assez confiance dans tous ces trucs-là. En Si fait, on peut. ce deck en termes de stats, sa résistance et sa récursion sont off the charts. En termes de puissance, on est un peu limité parce que justement, on va se contraindre à aller prendre des enchantements et des créatures enchantements qui sont pas forcément le choix le plus optimisé tout le temps. On n'a pas forcément des anciens aux fleurs d'onyx parmi toutes les créatures Non, bien enchantements qui sûr. existent. Bien sûr. Et encore, on a les dieux, ça reste quand même des très très bonnes cartes, C'est ça. mais pour ce choix-là, on va gagner effectivement en synergie et en résistance. C'est là qu'on va aller. Alors justement, les dieux, Puisqu'on en parlons-en. parle, voilà, on va passer sur cette partie-là parce qu'on on a décidé de s'amuser tous les deux manifestement sur les dieux. Donc ça, on est toujours sur les cartes qu'on a en commun dans nos deux builds, hein. On n'a pas encore commencé à parler des différentes. Alors pour le Euh, coup, les cartes qu'on a en commun, on a en commun le thème des dieux, mais je n'ai pas ni Léa ni Atreus. mm, mm. Enfin, On déesse de aura, la chasse, ni Atreus, dieu du passage on dans aura mon build. l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Oui, je t'en Mais prie. au-delà de ça, enfin moi ce que je trouve formidable dans tous ces dieux-là, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, c'est leur résilience et le fait que Ah ce bah sont oui. des gouffres à mana. Tu as ça Mhm. sur table, tu ne pourras jamais ne pas savoir quoi faire de ton mana quelque part. Tu auras toujours une bonne C'est façon clair. de l'utiliser et d'user et d'abuser de leurs capacités qui sont généralement assez sales. Eliod est peut-être un petit peu en dessous par rapport aux autres, le fait de payer 4 pour avoir Je une suis pas figure comme eux. d'accord. Ouais, mais c'est une créature enchantement, tu C'est une triggers ta créature enchantement. constellation. C'est une créature enchantement, c'est C'est- trigger ta constellation, on est parfaitement d'accord. Si tu me laissais finir aussi. Euh, Après Nilea qui permet de creuser allègrement son deck, ça a l'air assez sale également. Bah, surtout dans un Erebos, deck créature, encore une fois. Erebos qui est assez synergique avec les autres pondeurs de tokens et qui permet de se débarrasser de quelques menaces bien ciblées ou de faire quelques tricks de combat assez rigolos. Et puis Au-delà de ça, Erebos est aussi un moteur à sacrifice. absolument. Et puis ils sont indestructibles. Ils sont indestructibles aussi, Voilà, mais derrière c'est chiant à gérer, c'est vraiment pénible c'est quoi. clair, c'est clair. Et ils sont indestructibles. Et sur un deck qui est déjà basé sur la récursion du système, on va
enfin du cimetière, on va en parler après, et des moteurs à sacrifice, on va en avoir. Donc au moment où on va balancer le PAF pour essayer de se débarrasser de Dieu en question, on peut toujours le sacrifier en réponse, le ramener derrière avec Carador. Alors, puisqu'on parle des autres dieux, il y en a quelques autres qu'on avait en commun, puisqu'on avait Karametra, Nilea et Atreus, qu'on joue tous les deux, figure-toi. Ils sont dans les Ah, deux. Oui, je t'écoute. Je t'ai pas entendu. Et je disais, on a également Karametra, Nilea et Atreus que j'ai retrouvé dans les deux Oui. listes. Là, c'est un petit peu le même principe. Nilea est un finisseur. À partir du moment où on a une façon de générer une quantité intéressante de mana avec les doubleurs, ça permet de passer en force. Karametra est un sort de rampe absolument surréaliste. Il n'y a pas d'autre mot. Karametra dans ce deck, c'est pareil. On profite du cast trigger de Carador. Absolument. Donc, quand Karametra est sur le champ de bataille, que Carador l'est aussi, on ramène une créature du cimetière, on rampe automatiquement. Et là, la value, elle est présente. Et puis Atreus qui a été vraiment popularisé par l'épisode de Game Nights avec les apôtres. Alors, Atreus. Là, c'est un petit peu différent. Atreus. Ouais. Vas-y. Non, je disais Atreus pour. Enfin, il était dans la première version de mon deck et j'ai fini par enlever, j'ai remplacé par l'autre. Parce que celui-ci, je trouve que c'est un peu trop incidentel. Le coup de. Enfin, quand tu crées pas ton build autour, je trouve que c'est beaucoup moins menaçant de faire perdre 3 points de vie à un joueur. Et la plupart du temps, ça va plus être une nuisance qu'autre chose. Je suis d'accord. Alors que l'autre Atreus garantit une protection sur tes créatures. C'est juste. Pour moi, c'est quelque chose qui est pénible. Et puis, ça reste quand même une 5-4 indestructible, plus souvent pour 3. Ça, c'est clair. Pas vilain. Donc, pour moi, il a vraiment sa place. Mais bon, voilà, c'est. Ce sont des divergences d'opinion. Donc voilà pour nos chères divinités en commun. On va passer sur la dernière partie des cartes qu'on a en commun sur nos deux builds, à savoir, j'appelais ça truc et bidule, parce que c'est des cartes que je savais pas très bien comment classifier. Alors, je me sens presque offensé de voir mon homme, mon Adonis, mon Roméo, mon géant au sillage funeste dans les trucs et les bidules. Mais c'est un gros truc. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu monter ce deck, vraiment. C'est un gros bidule. C'est un gros bidule. Ah, c'est un énorme bidule, absolument. Ah. Marco, est-ce que tu es encore là? Oui. Allô. Oui, c'est bon, parce que je ne t'entendais plus. Magnifique. Alors du coup, tu nous parlais un petit peu de ce géant qui est si cher à ton cœur. Bah écoute, le géant en sillage funeste, c'est l'un des payoffs de Constellation. La raison pour laquelle j'ai voulu combiner le thème créature et le thème enchantement, et la raison pour laquelle je trouvais que ça se liait aussi bien, c'est qu'on a des payoffs comme ça. Le géant sillage funeste, quand un enchantement arrive sur le champ de bataille, -1/-1 à toutes les créatures jusqu'à la fin du tour. Et à chaque fois qu'un enchantement arrive, ça veut dire que sur une réanimation de masse comme une mort vivante, ah là, comment il s'appelle? J'ai jamais le nom. C'est le trou. Un réassortissement, voilà. Une mort vivante, un réassortissement ou un ouvrez les portes. Ça ramène tout sur le champ de bataille, ça fait plein de triggers de constellation dans tous les sens, ça fait un gros rasboard sur le terrain adverse, et ça te fait énormément de value de ton côté à toi. La même chose avec l'archonte de la grâce solaire, avec l'agent d'Erebos, avec le sinistre garde, qui fait du gain, de la perte de vie incidentelle, mais qui commence à s'accumuler très très vite, en vérité. Et le Colnos de Nilea, qui est un excellent finisher, parce que ça monte très très vite, une 6-6 qui devient une 12-12, qui devient une 24-24 en un tour. Ça peut finir une game de nulle part. Effectivement, alors du coup, je me suis permis d'afficher les quelques cartes que tu indiquais. Moi, j'ai un petit faible pour la petite nouvelle, l'ami Bristombe de Theros, qui permet de... elle a été faite pour Carador, c'est pas possible. Tout à fait. C'est la meilleure amie de Carador, celle-ci. Elle te réduit les coûts de mana, et puis en plus, elle te permet de mettre ta plus grosse carte au cimetière en fonction du besoin. Ouais. Ça a l'air effectivement assez crado. Un petit mot peut-être aussi sur la fileuse de la destinée, pour le coup, qui est une excellente alternative, un soin palliatif pour contrer les decks contre, justement. Les joueurs bleus. Voilà. Parce que ça couvre à la fois les créatures et les enchantements, et ça, mine de rien, c'est absolument indispensable. Le petit côté. En fait, c'est ton serpopard, c'est un serpopard pour les enchantements aussi. Donc, déjà que le serpopard est devenu très populaire très vite, la fileuse de la destinée, c'est une unco. Elle coûte encore moins cher, que ce soit en argent ou en mana.
je trouve que c'est une carte qui est sous-estimée. Et puis accessoirement, pour le fait de pouvoir transformer ces terrains en élémentaux, encore une fois, Tout à fait. si jamais je réussis à avoir une quantité intéressante de mana, et Dieu sait que dans ce deck c'est carrément possible, c'est un finisher, hein. Mhm. C'est vraiment un Ouais, finisher. ouais. C'est clair. Un Euh, finisher à 2 mana sur la curve qui déclenche la constellation, qui déclenche les enchantresses. Encore une fois, hein, la synergie, on ne l'oublie pas. c'est que du bonheur. Et puis bon, un petit mot Exactement. peut-être vite fait sur le mystique du champ d'étoiles. Là pour le coup, réduire le coût de tous les enchantements, on va jamais cracher dessus. Bon, C'est de la rampe. le fait de lui mettre un marqueur +1/+1 est vraiment anecdotique, hein. Je tape absolument pas Alors, là-dessus. dans ce deck-là, avec du sacrifice et de la récursion, le fait de cycler à travers tes propres cartes, je trouve que c'est quelque chose qui est un avantage. Comme les enchantements, comme tes enchantements, ça va être des créatures, que les créatures, tu vas les sacrifier et les ramener, ça peut servir. C'est un effet qui n'est pas malvenu, on va Non, dire. bien sûr, on va pas cracher dessus, mais de là à dire Ouais, que voilà. c'est un effet déterminant, j'irai peut-être pas jusque-là, quoi. Oui, mais encore une fois, tes sorts d'enchantement coûtent un de moins à lancer, ça veut dire tes sorts de créatures coûtent un de moins à lancer. Donc ça reste fort. Ça reste costaud. Donc voilà, on a fait le tour des différentes cartes qui étaient communes à nos deux builds, hein. Je vous rappelle qu'on a construit vraiment à part. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui nous différencie. C'est là qu'on va commencer à rigoler un petit peu. Donc comment est-ce que j'ai réparti ça? J'ai mis d'abord les cartes qui étaient dans mon deck, et ensuite les cartes qui étaient dans le deck de Marco. Donc on va pouvoir discuter et avancer nos différents points de vue. Donc je commence par les miennes. On parlait tout à l'heure dans le chat de la résurgence de Zendikar. Pour moi, c'est un auto-include dans ce deck. C'est une évidence absolue. Alors, elle faisait partie de mon build. C'est terrible. Ça fait partie des choses que tu coupes. Disons que ça fait le café. Ça double ton mana. Et en plus, ça te fait piocher derrière, puisque la plupart de tes enchantements, enfin beaucoup de enchantements sont des créatures. Et tu joues quand même, Ouais. dans mon build, en tout cas, j'ai 33 bestioles, ce qui est un tiers du deck, C'est ce qui est clair. vraiment pas négligeable. Donc voilà, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait absolument mettre cette carte. Pour le reste, moi j'ai un affect vraiment particulier pour les cachets, les différents cachets. Donc j'ai mis Golgaris et les Sneozov, j'ai mis les trois copains. Je sais qu'il y en a qui ont tendance à préférer, puisqu'on est en vert, d'aller chercher directement des terrains. Moi j'aime énormément la polyvalence qu'ils apportent. Je trouve que c'est vraiment des choses qui sont, alors pas sous-estimées, hein, loin s'en faut, mais qui sont quand même vraiment costauds. Je poursuis du coup au niveau du reste du ramp, lanterne chromatique, ça pareil, c'est devenu pour moi, je le rentre dans quasiment tous les decks qui ont 3 couleurs ou plus, parce que ça fixe efficacement tout en mettant une couleur en rab, enfin un mana en rab, c'est vraiment pas négligeable. Portée du Kodama, c'est pareil, c'est une pet card chez moi, je sais bien qu'il faut pas forcément toujours la jouer, surtout quand on est en 3 couleurs, 4 couleurs, 5 couleurs et qu'on a tendance à pas trop mettre de basique dedans, c'est parfois une carte morte. Ouais, mais en même temps, ça fait tellement du bien de la lancer, quoi. C'est toujours un plaisir de la piocher, c'est toujours un plaisir de la lancer. C'est génial. Ça te fait passer de 3 à 5 mana au tour 4. C'est ça. Tu mets ton terrain en jeu et tu es assuré de pouvoir faire ton land drop au tour suivant ou au tour d'après si tu en avais déjà un. Donc voilà, c'est vraiment c'est la fluidité de l'absolu. On fait difficilement mieux que cultiver et porter du Kodama. Et puis le vagabond naissant, je l'ai rentré parce que je suis curieux. Alors cette carte m'a échappé parce que sinon elle aurait sûrement fait partie de mon build. J'aime bien l'idée de à chaque fois que je vais avoir un enchantement qui arrive, il y a un petit terrain qui va arriver dans la main. Finalement, c'est une Après, sur les 3. C'est pas de la rampe, c'est plus de la pioche que de la rampe. Non, mais c'est pour moi, c'est à mi-chemin entre la rampe et la value, parce qu'avec tout ce que tu vas te gaver en main, tu vas épurer ton deck, donc ça s'apparente quelque part à de la rampe. Mais je reconnais que la frontière est faible entre les deux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. On passe sur les tiennes, mon cher Marco, vas-y, vends-nous du rêve. Alors, moi du coup, je vais juste faire un petit point sur la résurgence de Zendikar et pourquoi elle est plus dans mon deck. Pour moi, c'est un enchantement qui est encore plus un paratonnerre que l'éveil du Mirari, quand on le connaît. C'est un enchantement pour 7 mana. Donc c'est un enchantement qui coûte très cher, qui va pas forcément t'apporter la value que tu veux, parce que tu vas probablement taper tout ton tour pour en profiter. Et si tu le fais défoncer derrière, ça fait encore plus mal qu'un éveil du Mirari. Je trouve que lancer des sorts de créatures, piocher une carte, justement, on a de multiples effets qui nous permettent d'obtenir une version de cet effet qui est beaucoup moins coûteuse avec les enchantresses. Et du coup, j'ai préféré me concentrer sur des choix de rampe qui étaient beaucoup plus proches de la curve. Okay. Donc mes options, c'était pour à 1 mana, on a... alors attends, parce que j'ai le nom de ce truc... J'ai le nom, le métayer efficace. Le métayer efficace. Alors du coup, il est, voilà, hop là, il est là. Parce que j'ai mis toutes les cartes sur le même slide, mais pas forcément dans le bon ordre. Yes. Donc vas-y, vends-nous du rêve.
Alors, le métayer efficace, c'est une créature qui se sacrifie pour aller chercher un land. C'est un peu comme un elfe un elfe des mais délayé, mais avec une capacité activée, non pas une capacité d'entrer sur le champ de bataille. Parfois c'est mieux, parfois c'est moins bien. Ça permet de le caster dès le départ, d'avoir un bloqueur. C'est pas un ancêtre de la tribu Sakura, mais c'est un deuxième ancêtre de la tribu Sakura, qui est un peu plus coûteux, qui est un peu moins efficace. Mais l'ancêtre de la tribu Sakura est déjà une tellement bonne option dans Carador, que je me suis dit pourquoi pas un deuxième. Pour ce qui est des trucs à deux, alors on a Terrain Fertile, c'est un enchantement. C'est un staple de la rampe en tant qu'enchanteresse. Je trouve qu'enchanter des terrains, c'est quelque chose de sous-coté. Pour ce qui est de ramper, je sais que par exemple, la pet card, une des pet cards de Josh Lee Kwai, c'est le high market, là, l'enchantement du marché où tu mets sur une carte et tu tapes pour 2 manas supplémentaires sur un terrain. Et je trouve que le terrain fertile, c'est une bonne alternative. C'est pas une croissance luxuriante parce que dans ce deck-là, c'est moins synergique. C'est un peu plus risqué, bien sûr, parce qu'on peut te péter ton terrain et du coup, t'as perdu de mana. Mais en même temps, ça trigger tes enchantresses. Et j'ai envie d'aller dans le maximum de la synergie. C'est pour ça qu'à 3 mana, on a la zone d'éveil, le rite de croissance d'Itlimok, les elfes des bois et le rajeunisseur elfe, qui sont tous des options sous forme de créatures qui vont chercher des terrains. Alors pour le coup, on est sur de la rampe classique verte, mais en même temps, quitte à diminuer le nombre d'artefacts pour ne pas se faire toucher par des wipes d'artefacts incidentels, la rampe sous forme de terrain, ça reste quand même la façon la plus sûre de ramper jusqu'à ce que Wizard imprime la preuve du contraire. Le guide voix satire, qui est une excellente carte dans Carador, qui va te chercher un terrain, qui va remplir ton cimetière de créatures, donc réduire le coût de Carador. Si tu le sacrifies, que tu le ramènes 1 ou 2 fois, c'est une carte qui peut te faire un engin mais monstrueux pour remplir ton cimetière. Habilité Chtonienne, j'en ai pas parlé parce que c'est une carte un peu coûteuse, mais habilité Chtonienne, si tu le combines à un Init-Klimok retourné ou à un berceau de Gaïa ou à un sanctuaire de Serra, ça devient stupide. C'est vraiment n'importe quoi, c'est-à-dire que on est sur la source de plein de combos infinis dans le deck. Par exemple, avec Eliod, on commence à pondre des créatures qui vont détaper, qui vont machin. On a le nid d'écureuil si on a envie d'avoir une combo très compacte. C'est un combo à 2 cartes avec habilité chtonienne. On fait des écureuils, on détape le nid, on fait des écureuils, on détape le nid, on fait une infinité de créatures. C'est une carte qui est extrêmement chère pour cette raison, mais on a une alternative. L'alternative qui est le rituel de cryptolite, qui est moins puissant, mais qui reste quand même très intéressant dans un deck qui est plein de créatures. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai la coursière de Crufix, pour moi moins du ramp que de la pioche. Mais c'est une créature enchantement, c'est l'une des meilleures créatures enchantement qui ont jamais été imprimées. Elle n'avait aucune raison de ne pas être, je trouve, dans un deck basé sur des créatures enchantement. Ça te fait de la value, ça te fait... Oui. La chevalière du reliquaire dans la liste en question, oui. Parce que c'est pas tout à fait de la rampe, c'est de la quality rampe quelque part, mais d'une certaine façon, ça te permet vraiment de fixer ton mana de façon efficace et d'aller chercher du terrain, n'importe quel terrain, quoi. C'est ça qui est complètement dingue. Alors, chevalière du reliquaire, c'est une excellente option si vous avez envie d'être créatif par rapport à votre land base. De toute façon, en blanc et en vert, on a extrêmement plein de lands utilitaires en fait qui sont très très utiles. Encore une fois, le berceau de Gaïa, le sanctuaire de Serra, c'est des heavy hitters. Si vous les avez, jouez-les. Si vous ne les avez pas, le hall de la générosité d'Eliod qui va recourir, le haut marché qui est un outil à sacrifice directement depuis les terrains. De cette même manière, on a Urborg, la tour Phyrexiane, qui sont des terrains noirs qui sont extrêmement puissants. On a beaucoup de cibles que la chevalière du reliquaire peut se permettre d'aller chercher et qu'on peut ramener encore une fois avec Carador. C'est un tuteur qui est résistant grâce à la capacité de notre général. C'est pour ça que je me concentre sur les créatures. Alors quand on parlait justement d'une base de mana et qu'on n'allait pas trop s'étendre dessus, mais j'ai mentionné au départ que ton deck était un deck de milliardaires, tu joues Sanctuaire de Serra si je dis pas de bêtises. Alors ouais, je joue Sanctuaire de Serra. Je ne joue pas Berceau de Gaïa parce qu'il existe une alternative, qui est Itlimok. Mais je joue Sanctuaire de Serra parce que je sais, bien sûr, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Le deck sera peut-être un peu moins explosif, mais il y a plein d'autres choses à jouer. Vous pouvez jouer par exemple une Emeria.
Emeria, si vous avez beaucoup de plaines, après dans un deck à 3 couleurs, c'est un peu risqué, mais si vous construisez votre base de mana correctement, vous pouvez faire une Emeria, ramener des enchantements tous les tours, c'est très sympa aussi. Et tout simplement, vous pouvez mettre une plaine, ça fait aussi le taf. Absolument. C'est sous-côté les landes basiques. Bah écoute, sur cette magnifique note philosophique, est-ce qu'on passerait pas à la suite? Oui. Alors, du coup, que je passe à la suite, voilà. On va passer sur la value, c'est ma partie préférée. J'aime avoir des cartes en main. Du coup, C'est grandiose, c'est parce qu'on a parlé de value pendant toute la deck tech. Hein. Là, on va parler. C'est ça. Sauf que là, j'ai fait quelques choix qui sont, alors certains qui me paraissent évidents, d'autres qui vont être un peu plus surprenants. J'ai rajouté effectivement de mon côté Enchantress de la Mesa et Enchantress Verduralde parce que ce sont deux cartes que j'aime énormément, qui contribuent à piocher beaucoup. C'est fragile. J'en suis le premier convaincu, c'est des 0-2 pour 3, c'est pas ouf. Mais le fait, on va lancer tellement d'enchantements dans la partie que ça va vraiment optimiser les sorties et permettre d'aller plus loin. Pour cette même raison, j'ai d'ailleurs mis Précepteur Idyllique, parce qu'il a été réédité il n'y a pas longtemps, parce que l'illustration est magnifique, parce que la carte dans le build est extrêmement balèze. Je suis d'accord. Voilà, aller chercher un enchantement directement et le mettre en main, moi je prends tous les jours dans un deck, justement un deck focalisé sur les enchantements. Et puis alors, surtout que c'était une carte à 12 balles avant et elle aurait pris une Tantero, ça a vraiment ça fait très bien. bon. Ça a vraiment fait du bien. Ouais. Et puis mon petit chouchou du moment que j'ai testé dans plusieurs decks. La chimère. Ouais, la chimère qui fait le café. C'est impressionnant le nombre de cartes que tu pioches avec ce truc-là, surtout si tu as des façons de la réanimer. Je l'ai joué, je me doute. Je l'ai joué dans pas mal de builds différents. Je l'ai joué dans un build simic avec notamment des clones. Et donc, du coup, j'en avais plusieurs. Et surtout qu'il y en avait une qui mourait. Hop, je repiochais 3 cartes et j'allais le recloner derrière. Je l'ai joué dans Derivi. Dans Derivi, c'est un moteur comment dire, j'attaque avec ça. Bon, bah très bien, vous allez la bloquer, puis je vais passer avec tout le reste. C'est monstrueux. C'est une carte que je vous incite vraiment à essayer. Ça a l'air de rien comme ça. 8-5, c'est quand même un sacré body, mine de rien. Ok, le coup 7. Je lui aurais bien mis au moins la célérité, tu vois. Tu pinailles, tu chipotes et tu exagères. Mais attends, non, mais pour 7 mana. Je suis d'accord, mais pour 7 mana, au pire du pire, elle touche la table, tu pioches 3 cartes. Alors ça fait cher pour 7 mana, mais c'est pas dramatique. Au mieux, tu as une 8-5 qui va se permettre de te débarrasser d'un certain nombre de bestioles en face, des bestioles les plus chiantes avec un peu de chance. C'est clair. Et qui en plus en mourant va te permettre de regarnir ta main. Enfin, pour moi, c'est une carte qui est largement sous-cotée. Alors c'est peut-être le Timmy en moi qui parle, mais j'étais toujours... J'ai jamais été mécontent de la piocher. Ok. Voilà. Et puis, là du coup on passe chez toi, parce que toi tu as plein de choses en value que j'avais pas intégrées. Est-ce que tu nous parles de Mort-Vivante pour commencer? Alors pour commencer, Mort-Vivante. Mort-Vivante, c'est le deuxième réassortissement, entre guillemets. C'est ce qui fait pour moi l'alchimie en fait entre le deck créature et le deck enchantement de Cardor. Une mort vivante sur un board state tour 12, où on a wipé 2 ou 3 fois, qu'on a les cimetières bien remplis. C'est ce que j'appelle l'état de grâce de ce deck. C'est-à-dire qu'on va ramener au moins 5-6 enchantements simultanés. Si on a 3 payoffs de constellation parmi eux, on va piocher 5-6 cartes. On va raser le board de l'autre côté, même si la mort vivante a ramené des créatures, hein, on les rase avec le géant siège funeste. On va faire perdre de la vie à tout le monde. Bref, c'est tous ces triggers simultanés qui me font vraiment très très envie, et c'est la raison pour laquelle je voulais un maximum de créatures enchantement pour pouvoir bénéficier et de la mort vivante et du réassortissement. Et en même temps, c'est clair, mais en plus de ça, c'est un rase board. Et ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est l'un des meilleurs rase boards du jeu. C'est-à-dire, ça sacrifie toutes les créatures qui sont sur le terrain. Le truc reset l'état de la table. Il va te ramener tes meilleures créatures que tu as envoyées au cimetière, parce que de toute façon, tu veux envoyer des créatures au cimetière, tu joues Carador. Et tu vas ramener l'état de la table, et même s'il y a d'autres gens qui jouent avec leur cimetière, il y a moyen que tu les rases si tu as le géant au siège funeste. Et ça, voilà. C'est sympathique. Je laisse ça là, c'est sympathique. Au niveau de la value, donc effectivement, si je ne joue pas toutes les enchantresses, même si l'enchantresse verdurale, je pense, réapparaîtra dans mon build si elle n'est pas réapparue, l'enchantresse de la Mesa, c'est les 2 mana blancs qui me dégoûtent un peu. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus d'enchantresses en vérité, et je trouve qu'avec 1 ou 2 tuteurs de créatures, il a fallu faire des choix. Et j'ai préféré privilégier une enchantresse qu'on voyait moins, qui est l'enchantresse de Féméref,
dont je parlerai peut-être un petit peu après, parce que c'est pas dans l'ordre de ton, Non, c'est pas grave, de ton slide. je viens de l'afficher, donc tu peux y aller, fais-toi Très plaisir, bien. camarade. Mais l'enchantresse de Femeref, c'est une enchantresse qui me plaît beaucoup parce qu'elle te fait piocher quand ton enchantement quitte le champ de bataille et non pas quand il est mis au détruit, cimetière, pour être précis. et non pas quand il est mis au cimetière et non pas quand il arrive sur le champ de bataille. Et j'ai prévu du coup du sacrifice de créatures, du sacrifice d'enchantement et du sacrifice de créatures enchantement pour pouvoir déclencher cet effet. De la même manière, du coup, au niveau de la value, on a la coste de gestation. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de la mettre si vous n'avez pas les moyens et si vous ne l'avez pas. Si vous n'avez pas envie que votre deck soit trop stupidement puissant, vous n'êtes pas obligé de la mettre non plus. Mais coste de gestation... trop vous prendre le focus non plus, parce qu'avec Non mais voilà, coste de gestation, c'est un point controversé. Mais je me suis dit, c'est stupide. Ça fait trop envie, ça fait trop plaisir. Se débarrasser d'un elfe qu'on va envoyer au cimetière parce qu'il a fait sa value pour amener un truc à 4, et Dieu sait qu'on en a des trucs bons à 4, comme Meren par exemple. On ramène Meren sur le terrain, on récupère l'elfe en main, mais mon Dieu, les loops de value qu'on fait avec une coste de gestation, surtout qu'on est sur un deck de type boîte à outils, on est censé avoir des réponses pour à peu près tout. Et bien ça, c'est un outil à sacrifice, c'est un outil pour améliorer son board state, c'est parfait. Le témoin éternel, c'est pour récupérer les rares cartes qu'on ne peut pas récupérer avec Carador ou avec d'autres cartes de récursion. Donc c'est pour quelques éphémères, quelques rituels. Vous pouvez par exemple... ça on peut le rejouer avec Carador. Donc par exemple, on peut récupérer une mort vivante, on peut récupérer un tuteur. Et ça, c'est la raison pour laquelle témoin éternel se trouve dedans. J'étais tenté de rajouter une aura ancienne, mais il n'y avait pas la place dans le deck. Mais aura ancienne, c'est une très bonne alternative. Ensuite, on a mes 2 lieutenants qui me font très envie, qui me font très plaisir, que j'avais très envie en Carador. Ce sont Meren et Daxos. Pourquoi Meren et Daxos alors que ce sont normalement des généraux pour bien profiter de la mécanique d'expérience? Tout simplement parce que déjà les marqueurs d'expérience sont combinés. Les marqueurs d'expérience ne disparaissent pas à la mort des créatures, et donc quand vous les recastez, eh bien, vous pouvez faire de la value avec tous les marqueurs d'expérience que vous avez accumulés. Donc, mettons, vous commencez la partie avec Daxos, vous faites quelques marqueurs d'expérience avec Daxos, quelqu'un vous le gère. Très bien, vous avez perdu votre Daxos, vous posez le Meren, vous avez déjà 3-4 marqueurs d'expérience, vous ramenez Daxos. Vous avez Meren et Daxos qui fonctionnent en tandem, qui posent des créatures enchantement qui sont de plus en plus puissantes, qui ramènent des créatures du cimetière. Et ça, c'est le deuxième état de grâce, peut-être un peu moins explosif, mais toujours aussi implacable, d'avoir le trio Carador, Meren, Daxos. Et je trouve que ça fait toujours plaisir. C'est ça. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commandeurs secondaires dans un deck commander. Je trouve que c'est une philosophie de construction qui est un peu particulière, mais au fur et à mesure que je le fais, je m'y plais de plus en plus à le faire. Et donc Daxos et Meren, avec bien sûr mon amour, mon aimé, mon Roméo, le géant de Siège Funeste, sont mes lieutenants de choix pour ce deck. Je viens de remarquer que tu as fait une déclaration d'amour à un grand zombie putrescent. Oui, tout à fait. Tu es un garçon bizarre. Ah non, mais c'est la 3e podcast. Mention spéciale pour la Liche du Souterrain, qui est, je trouve, une excellente édition dans tous les decks basés avec une combinaison de couleurs Golgari basée sur le cimetière. Je trouve qu'elle est parfaite dans CDC, elle est parfaite dans Carador, elle est parfaite dans tout un tas de trucs, et au fur et à mesure que je la joue, je la trouve de plus en plus puissante. La Liche du Souterrain, c'est un effet qui vous fait de la sélection comme pas possible, qui vous met des cartes dans le cimetière, et en plus qui se protège elle-même, donc qui est difficile à tuer. Encore une fois, on veut de la résistance dans ce deck. On veut faire chier les gens qui veulent nous faire chier. 4 points de vie, c'est absolument rien du tout pour la garder sur le terrain. Ah oui, c'est rien du tout. Et pour la rendre indestructible, pour l'engager, et surtout, c'est cette menace, c'est pouvoir la rendre indestructible à n'importe quel moment, ce qui fait qu'elle va éviter de prendre le focus. Surtout que ça te fait boui-bouiter, ça te fait regarder les cartes du dessus, sauf que en attendant, toi, tu pioches tes cartes avec tes enchantresses, du coup, tu remplis ton cimetière, ton Carador, il coûte plus que 3 mana, et les gens se rendent compte trop tard que la Liche du Souterrain t'a fait gagner la partie dans l'arrière-plan. Un petit mot sur réassortissement, c'est en français, je crois, replenish, si je dis pas de bêtises. Alors oui, réassortissement, c'est encore une carte chère. Franchement, moi, je l'ai acheté quand elle était à 12€. Que je comprends pas, tu vois. Je
je comprends pas l'offuscation. Après, le réassortissement, non, mais je comprends parfaitement. Pour moi, c'est une deuxième mort vivante. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi envie de jouer ce truc dans Carador. C'est le deuxième état de grâce du deck, avec la mort vivante. Et elle est chère, mais on a une alternative budget qui est ouvrir les portes, je crois, qui ramène tous les artefacts et tous les enchantements de tout le monde. Alors clairement, c'est pas les mêmes cartes. Non. Mais si vous voulez profiter de l'effet de Carador sans avoir envie d'investir un bras et un rein parce que Wizards refuse de réimprimer des cartes qui viennent de la reserve list, vous pouvez le faire. Non, mais voilà, donc on va pas développer dessus, passons à la gestion. Alors, bah écoute, puisque tu en parles, c'est magnifique. Merci pour cette transition toute choisie. Je t'en prie. Alors, puisqu'on parle de gestion, là aussi, il y a quelques cartes qui sont pour moi assez évidentes dans un build d'enchantement. Je vais commencer par celles qui sont classiques. Je pense à Cercle de l'Oubli, qui gère absolument n'importe quoi, à part les terrains. Et bon, on n'a pas de blink pour pouvoir user et abuser avec des tricks de départ. Ouais, mais c'est bon, c'est une bonne carte. Ça reste une carte qui a fait ses preuves, qui permet de gérer des choses extrêmement pénibles qu'on ne pourrait pas gérer autrement. De la même façon, Lumière du Bannissement, c'est un tout petit chouï moins bon, mais en l'état actuel des choses, pour moi c'est un deuxième cercle de l'oubli, puisqu'on joue pas avec le blink. Donc ça pour moi, ça reste une excellente carte dans ce build. J'ai un petit faible aussi pour l'intervention d'Eliod, que j'aime de plus en plus. Le fait de pouvoir, alors le fait de gagner 2 fois X points de vie, c'est vraiment situationnel. Je ne vois pas vraiment l'utiliser. En revanche, détruire X artefacts et ou enchantements ciblés, c'est génial. Ça gère la table, ça se débarrasse vraiment pénible. Je pense à tous ces petits decks équipements qui pullulent en ce moment et qui te crachent équipement sur équipement, qui sont casse-pieds à gérer. Je suis assez d'accord. C'est extrêmement ciblé et c'est pas très cher pour l'effet que ça fait, je trouve, surtout en blanc. Et puis j'ai rajouté Mitar, qui est une carte qui est à mon avis vraiment sous-jouée. Pourquoi j'ai mis Mitar? Parce que ça te protège. Ça te protège. C'est une staple d'autres decks Enchantress. Je suis tout à fait. Donc, je suis pas surpris de l'avoir ici. Tu passes ta phase de pioche, mais d'un autre côté, tu as le linceul et tu peux pas te prendre de dégâts. Vu la quantité obscène de cartes que tu pioches en temps normal avec tes Enchantress, le fait de passer la phase de pioche et de devoir défausser en début de tour, c'est vraiment minime comme inconvénient. Donc voilà, et puis sinon au niveau de la gestion à proprement parler, il y a des choses un petit peu plus classiques on va dire. J'ai un petit faible pour la renaissance de l'aîné, en particulier dans ce build où on se focus sur les enchantements parce que mine de rien c'est assez costaud de faire sacrifier et de faire vraiment bien, et de réanimer derrière. Bon, Colère de Dieu, on ne la présente plus, hein, c'est vraiment la vrasse, hein, tout bêtement, le rasboard par excellence. Mutation de Sombracier, c'est pour moi une façon extrêmement sale de gérer le commandant d'un adversaire. Tout à fait d'accord. C'est une carte. Alors, on va pas dire qu'elle est sous-cotée deck blanc, hein, mais c'est une carte qui fait toujours aussi mal, en fait. On s'habitue pas à une mutation de Sombracier sur son général. C'est comme se le faire piquer, quoi. Une mutation de Sombracier, surtout sur un deck qui est plus Voltron, je pense à un Plume, par exemple. Tu joues une mutation de Sombracier sur un Plume, mais il pleure, en fait. Il pleure. Ouais, c'est très triste. Et puis, un petit enchantement que je rentre... Dès que je joue Golgari, là, c'est vraiment une pet carte que je rentre en permanence, tout le temps. Action pernicieuse. Excellente carte. Action pernicieuse qui fait le café, les croissants et qui amène les enfants à l'école. C'est juste totalement débile comme carte parce que non seulement ça gère tout ce qui coûte X et moins. Alors c'est d'accord, ça gère artefacts, créatures, enchantements, ça gérera pas les planeswalkers, ça gérera pas les terrains ni rien, mais bon, en même temps, heureusement. Mais ça couvre quand même 70% des cartes les plus jouées dans le format. Et puis encore une fois, on a de la récursion. On a vraiment de la récursion. Donc c'est clair. Donc tu peux la réutiliser. Non, c'est super. Mais en règle générale, généralement quand tu la poses sur table, les gens font attention. Les gens font vraiment attention à ce qu'ils jouent. Et soit ils essaient de te forcer à la sacrifier rapidement, soit ils essaient de se débarrasser de toi. Enfin, voilà. De toute façon, quand tu as un wipe sur le terrain, en général, les gens vont forcer à appuyer sur le bouton
Alors, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec ce genre de truc, parce que bon, bah, ça te met le focus sur toi, Ah, mais quoi. c'est tellement efficace. Mais en même temps, c'est ouais, voilà, c'est monstrueusement efficace. Hein. Parmi les meilleurs removal Golgari. Alors, puisqu'on parle de removal et on parle de gestion, alors c'est pas que les removal. Alors, j'en ai extrêmement peu, et je plaide coupable. C'était plus ou moins intentionnel, plus ou moins j'avais pas la place, plus ou moins me faites pas chier. Basiquement, mon deck manque cruellement de gestion. Au final, j'ai 2 wipes. C'est le géant, j'en parlerai jamais assez. C'est la mort vivante. Et c'est à peu près tout. Donc c'est extrêmement peu. Hein. En termes de gestion targetée, j'ai Bandmage Quasali qui peut me permettre de me débarrasser d'un artefact ou d'un enchantement. J'ai les échardes d'Aura. Quand on pose une créature, alors pour moi, pour le coup, c'est un indispensable, les échardes d'Aura dans ce deck. Parce qu'on va poser des créatures assez fréquemment, on va aller chercher, on va targeter et les échardes d'Aura, on pourra les récupérer potentiellement avec nos effets. L'archétype du courage et de la fatalité me font rire, c'est pour ça que je les joue. Pour le coup, les 3 archétypes, je sais qu'ils sont pas extrêmement efficaces. Hein, c'est des uncos, c'est pas des rares et ça se voit au niveau des stats. Cependant, déjà la combinaison de l'archétype du courage et de la fatalité, donner First Strike, Death Touch sur tes créatures et faire perdre First Strike et Death Touch aux créatures adverses, ça t'apporte une bonne protection quand t'as les deux. Et puis ce sont quand même des créatures enchantement qui trigger la constellation. Encore une fois, je vais pas me répéter. L'édolon de la rhétorique, c'est une très bonne pièce de stacks qui peut être cherchée avec tes tutos. Hein. Je pars du principe aussi que t'as moins de removal, mais t'as quand même des bons tutos dans le deck, de la bonne pioche, de la bonne value, donc t'as des chances de tomber sur ces cartes-là si tu as besoin. L'édolon de la rhétorique, c'est une bonne carte de stacks pour tous ces decks combos qui commencent à traîner un peu partout. Les gens qui veulent jouer plein de sorts. Avec Carador, on peut poser une créature par tour, ça ne pose aucun problème. Donc, l'édolon de la rhétorique, c'est une bonne valve en fait de pression jusqu'à ce qu'on arrive à s'en débarrasser, un peu comme un Gadok Tig. Et tout d'un coup, les choses deviennent plus explosives après s'être débarrassé de l'édolon. Mais c'est une 1-4, on s'en débarrasse pas comme ça non plus, tu vois. L'archétype de l'endurance, bon bah ça c'était plus pour le fun hein, et pour donner la défense talismanique en plus du linceul à mes créatures. Et dans la gestion, il y avait aussi l'attrition que j'ai rentré enfin que j'avais déjà rentré, mais il s'était perdu dans ma liste pour des bêtises. L'attrition, je voulais attirer l'attention dessus, c'est un très très bon antidote. Ah, on t'a perdu. Je n'ai plus Marco. C'est absolument dramatique. Nous n'avons plus Marco. Au secours, Marco a disparu. Où es-tu, mon Marco? Marco a perdu sa connexion, j'ai l'impression. Bah, ce sont les joies du direct. Hein. Pourtant, il est toujours dans le. Normalement, il est toujours là, mais il ne parle plus. Je vais essayer de le récupérer. Merci de votre patience. Du coup, j'en profite en attendant de voir s'il arrive à revenir parmi nous pour répondre aux quelques remarques sur le chat. Vandounet qui a pas mal parlé effectivement des interactions avec Chevalière du Reliquaire. Bojuka Box c'est un classique, hein, on est bien d'accord. De même que, oui, c'est Jerry Step, ça fonctionne aussi. Témoin éternel, oui, c'est une staple, ça, on le dira jamais assez. Hein, dès qu'on joue vert, c'est rare que. Allô. Ah, il est il est parmi nous. Me revoici, excuse-moi. Non, bah c'est pas de souci. J'étais en train de répondre du coup sur le chat. Concernant, alors Bird demande si on a cette liste sur Cocatrice. Je l'ai pas sur Coca, mais je peux la rentrer sans difficulté. On mettra les Moi je l'ai sur Coca. Les 2 listes sont sur Tapped Out et on devrait être en mesure de les jouer dans les jours qui viennent sans trop de difficulté. Et puis, oui, Alex qui s'étonnait de ne pas voir dans les listes préceptrice éclairée et recteur de l'académie. En ce qui me concerne, c'est des questions de budget, tout bêtement. J'avais déjà allègrement explosé le budget. J'aurais dû mettre tuteur de préceptrice éclairée, que j'aime énormément. C'est vrai que pour une mana blanc, c'est plutôt sympathique. Après, il y a tellement de moteurs de pioche déjà et tellement de tutos. J'étais pas plus convaincu que ça. Recteur de l'académie, ça se défend. Régulation de puissance pour moi. Ouais. Recteur de l'académie, tout simplement, c'est une question de puissance et puis de prix, quoi. Recteur, ouais, c'est pareil. En fait, j'ai déjà rajouté des high rollers dans le deck. Je voulais pas en rajouter trop. Puis Recteur de l'académie, bon, c'est sympa. Bon, dans un deck Carador, ça reste super bien parce qu'on peut le récupérer plusieurs fois. Mais le Recteur de l'académie, en général, on veut balancer des gros trucs avec.
Ouais, non, en même temps, avec l'ancien aux fleurs d'Onyx. Non, 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 le recteur de l'académie, c'est un bon Parce ajout que si vous toi, l'avez. t'as tellement un deck de Profitez-en. milliardaire au départ qu'un peu plus ou un peu moins, en même temps, ça change pas grand-chose, quoi. J'ai pas un deck de milliardaire tant que ça, hein. Genre, le prix est gonflé sur TapTap à cause de la mana base. Mhm. J'ai pas tant de trucs que ça qui sont très chers. J'ai un réassortissement, un sanctuaire de Serra. Tu les enlèves. Ah oui, et l'habilité tectonienne. J'ai Ouais. 3 cartes chères qui peuvent être remplacées toutes les 3. Mhm. Donc voilà. J'aime beaucoup comment tu te défends bec et ongle de. Non, non, mais c'est clair. Non, mais pour le coup, on peut rajouter tout un tas de tutors. On est en Absent, on peut rajouter tutor éclairé, on peut ajouter tutor Démonique. Worldly tutor, je me souviens plus comment il s'appelle. On peut rajouter tutor démonique. On peut rajouter tous les tuteurs noirs si on a envie de rendre ce deck très consistant, de faire plein de Mhm. combos très résistants. C'est aussi une direction à prendre. Mhm. Mais là, on n'est pas sur un deck Carador Opti, on est sur un deck Carador Enchantress. On veut jouer des enchantements, on veut faire de la value avec. C'est ça. Donc, ça n'est pas forcément nécessaire, selon moi, de surcharger les tutos. Moi, j'ai déjà l'appel des Ladamerie, on a déjà le bosquet, Mhm. Solide. qui peut se sacrifier. Bosquet solide. Voilà, exactement. On a déjà des possibilités pour ça. Alors, on va peut-être avancer un petit peu parce qu'il est déjà 10h30, l'heure tourne. Oui, excuse-moi. Je t'en prie. Bon, on arrive sur la fin de la bis. Là, on va passer sur. Oui, Alors, oui. j'ai compris. Truc et bidule, ça t'a choqué tout à l'heure. Donc là, j'ai appelé ça divers. Est-ce que ça te convient davantage? C'est très bien, très bien. Non, mais ce que je veux dire, mon géant chéri n'est pas dans divers, donc ça ne me pose aucun problème, tu vois. Alors, du coup, pour ce qui est de mon point de vue, j'ai rentré une petite part de réanimation sous forme d'enchantement, avec nécromancie, danse des morts et animation des morts, qui sont 3 cartes que j'aime énormément, qui sont pas chères et qui permettent de ramener quelque chose d'assez sale, typiquement le géant constellation qui se double, que j'ai oublié, ou Ouais. ou celui qui colle des marqueurs, qui colle des -1/-1. C'est une façon à nouveau de faire de la value avec Carador, d'autant plus qu'on n'a pas besoin de payer le coût complet avec ces cartes-là. Et potentiellement, ça peut cibler des joyeusetés, des réjouissances dans les cimetières des autres. Donc voilà, c'est C'est une vrai. toute petite, comment dire, une toute petite part en plus de contrôle que j'aime beaucoup. Sinon, alors on parlait des dieux tout à l'heure. Moi je me suis dit, quitte à jouer des dieux, autant jouer le package complet. Donc du coup, j'ai rajouté Kurika, j'ai rajouté Erebos, dieu des morts, j'ai rajouté Nilea, déesse de la chasse, et Eliod, souverain du soleil. Je sais, ils sont pas forcément optis dans ce build, je sais. Mais c'est des bêtes indestructibles, c'est des bêtes qui auront normalement assez rapidement la dévotion. C'est des bêtes qui ont des effets plutôt sympas. Et puis, accessoirement, et puisque je joue Eliod, souverain du soleil, j'ai pas pu m'en empêcher, hein, j'ai rentré la baliste. La baliste. La baliste, voilà. La baliste est dans le deck. Pardon, je sais, c'est pas bien. Mais en plus, avec Carador, elle peut être récursive. Donc Elle voilà. peut être récupérée et tout. Non, c'est super. C'était une combo tellement débile que j'ai voulu la rentrer. Ouais, c'est clair. Sinon, pour le reste, j'ai envie de tester Polo Kranos Libéré. Là, c'est vraiment un test, Ouais. une envie d'essayer. Ouais, je comprends. En plus, on est sur un deck un peu thème Terros, ça fait toujours Exactement. plaisir. Je me dis que mon cimetière va être quand même bien rempli. C'est pas un dieu, mais enfin. Moi, c'est le coup d'échapper. J'aime pas me débarrasser des créatures que je peux ranimer, tu vois. Je suis d'accord. D'un autre côté, finalement, enfin, il est quand même relativement sale. J'ai envie d'essayer. Oui, c'est Peut-être clair. que ça fait partie des candidats au cut, mais en tout cas, c'est une carte qui me fait très très envie en termes de test. Grandoramancie, c'est. Après, c'est moi qui joue le deck de riche. Tu sais que la grande oramancie, elle vaut 20 à 25 balles. Je suis bien maintenant. d'accord. Bah bon, écoute, on est loin d'un sanctuaire de Serra et je te zute. Mais Grandoramancie, ça permet quand même. C'est un deuxième bosquet solide, sauf qu'il va pas tuto. Mais sinon, voilà, ça protège quand même allègrement mon deck. Si je me débrouille pour avoir les deux sur table, je suis vraiment tranquille. Et puis si j'ai du trône de vacances, c'est une pet card également, parce que j'aime bien popper des anges. J'ai vu la quantité absolument obscène d'enchantements qu'on joue dans le deck. Une pet card qui est jouée dans tous les decks enchantress, encore une fois. C'est pour ça que je l'ai évité, d'ailleurs. Peut-être, mais d'un autre côté, pour moi, c'est tellement un moteur à value que. Ah, bien sûr. Voilà, c'est une carte qui te gagne la game à elle toute seule, tout en étant extrêmement abordable. C'est vrai. Voilà, pour moi, si elle avait la constellation, elle serait rentrée. Mais dans l'état, non. C'est la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas. Je finis juste sur les quelques petites cartes qui manquent. Je t'en prie. Un petit héros du Panthéon qui permet également d'avoir un deuxième mystique qui réduit les coûts d'enchantement. Bon, le gain de points de vie est vraiment anecdotique. En revanche, 2 cartes que j'aime énormément et que je joue très très souvent en blanc, quasiment peu importe le build. Ghostway, enfin Voix Fantôme et Interlude Inquiétant. Pourquoi? Parce que ça permet, alors surtout, Voix Fantôme, ça permet d'éviter un rasboard. Et puis surtout, je vais virer toutes mes créatures enchantement.
Je vais toutes les faire revenir. Oui, Je vais je vais les rebalancer tous les ramener. triggers. Voilà. Ça, c'est super. Et ça, c'est pas forcément, ça va pas forcément le play de la partie, mais d'un autre Mais côté, ça reste c'est quand de même l'argent. une belle avancée. Alors du coup, on est en train de nous taper dessus joyeusement, de me taper dessus sur Polo Kranos. Oui, je sais, le choix n'est pas optimal. J'assume totalement cette décision. Pardon, excuse-moi, je ne Euh, t'entends plus, Arnaud. Ah, tu ne m'entends plus. Est-ce que là, tu m'entends à nouveau? Ouais, ça va mieux. Ça On va nous tape mieux. dessus sur. On me tape sur Polo Kranos. Bah oui, il est pas optimal. Je suis parfaitement d'accord. Mais je sais pas. Je me dis il y a un potentiel à jouer. Mais encore une fois, ce que je disais dès le départ, s'il y a une carte à cuter sur les 100, ce sera lui qui partira en premier. On est parfaitement d'accord. Mhm. Voilà, je crois pas que j'avais grand chose d'autre. Si, j'avais encore quatre petites choses. Alors, baliste ambulante, on en a parlé, je vais pas m'attarder là-dessus. Ouais. Aïeul Céleste, pareil. Une de mes Ah, pet cards très dans très mon belle deck carte. enchantement, le fait d'avoir. Voilà, je distribue joyeusement des marqueurs +1/+1. Faut voir ça, enfin, ça peut aller extrêmement vite, surtout qu'on va jouer des bestioles enchantement qui vont trigger son effet. Ça va vraiment, ça peut donner des choses extrêmement sales. Tourment de Daxos, c'est une carte que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en faisant mes petites recherches pour construire ce deck ce Moi matin. aussi. Et ben Mhm. écoute, franchement, une 5/5 célérité pour 4, ça a l'air quand même pas dégueulasse. Hein. Surtout que C'est pas mal. voilà, surtout que c'est un enchantement, que Mhm. c'est jusqu'à la fin du tour, donc après, si y a un Rasboard, il sera encore là. On joue quand même beaucoup d'enchantements. C'est Sur le vrai. papier, ça a quand même l'air relativement costaud. Il pourra pas forcément C'est vrai. bloquer, mais en termes de patates, ça envoie quand même du lourd. Et puis Sram de la Mhm. trésorerie, voilà, c'est l'autre Polo Kranos-like, l'autre carte qui sera cut Ouais, potentiellement. C'est pas ça reste très fou, cool. c'est pas fou, mais enfin, le fait à chaque fois de le faire attaquer, le fait qu'il va pouvoir remballer quelque chose en main, j'aime bien cette polyvalence. Je me dis que C'est un c'est. titan solaire en. C'est une espèce de budget titan solaire. Moi, Ouais, j'aime c'est bien. ça, il y a un petit peu de ça. Donc je sais pas du tout ce que ça donnera effectivement, mais j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir. Voilà, quand je construis, j'ai tendance à mettre des cartes un peu de l'espace Ok. aussi, des choses qui sont sous-opti, mais ouais, qui me vendent un petit peu du rêve. Voilà pour ce Mhm. qui est de mes cartes. Du coup, si on passe sur les tiennes, là on passe sur des choses totalement différentes. Dis-nous tout. Ouais. Alors, bah pareil, hein, moi j'ai voulu centrer vraiment sur le deck créature enchantement. Je sais que bon, bah, dans un deck sur un thème, il faut au moins une trentaine d'exemplaires de ce thème. Donc des créatures enchantement, je voulais en garder au moins une trentaine. Ce qui fait qu'on a des choix un petit peu moins optimaux, mais en même temps, c'est plus de variété. Et elles ont toutes une raison d'être ici. Alors, bon, on va commencer par la guérisseuse par la prière, une carte assez particulière. Hein. Sacrifier un enchantement, gagner de la vie égale au coût converti mana de cet enchantement. C'est à la fois un enchantement, un moteur à sacrifice d'enchantement et de créatures dans le deck. Donc c'est très cool, je trouve. Atreus, voilé d'un linceul, nouvelle carte de Theros. Hein. La Hmm, plupart des cartes qui sont ici sont des nouvelles cartes de Theros d'ailleurs. J'avais envie de les jouer tout ouais. simplement parce que je ne les connais pas. J'ai failli le rentrer Atreus celui-là. dans un deck Carador, ça me semble être un très bon lieutenant aussi. Et effectivement, un truc un peu plus, alors plus coûteux, mais aussi plus safe que le Atreus de base, où si tu as un marqueur sur une créature, bah, quoi qu'il arrive, cette créature, elle reviendra. Qu'elle se fasse exiler, qu'elle se fasse tuer, elle reviendra. Et ça, je trouve que c'est une forme de protection qui va, euh, qui va être vraiment très très sympa. Et le truc fait sa value dès qu'il arrive à la fin du tour. Je trouve qu'il y a tout à gagner avec Atreus. L'Harpie tourmentale, elle te meule et c'est une créature enchantement. Pour moi, dans ce deck-là, elle devait y être. On aurait gagné à ce qu'elle soit un petit peu moins chère, mais bon, bah, voilà. Une créature pour 4 qui te meule à tous les tours et qui est une créature enchantement, moi je dis oui. Arasta de l'Astral sans fin, c'est un peu mon Polukranos. J'aime bien cette créature, c'est une créature enchantement. Je suis curieux de voir le nombre de tokens qu'elle est capable de faire face à certains decks. Et c'est tout. Voilà. Elle en fera un parce qu'elle se prendra un Le... multibet directement. Peut-être. Je suis mauvaise langue. Ouais, en même temps, c'est la dernière fois, comment dire, c'est peut-être la dernière target que tu aurais dans un deck, C'est pas fondamentalement dans faux. ce deck-là, tu vois. C'est pas fondamentalement C'est faux. vraiment, si tu cibles Arasta, c'est que tu joues plein d'éphémères et de rituels et que tu veux t'en débarrasser très très vite, quoi. Pourtant, elle a pas de Le dread. berger de cauchemar, hein? Elle a pas de dread, la Rasta. Non, je sors. Je sors. Il est tard. Il est tard. Il est tard. Excuse-moi, j'ai Effectivement, honte. il est tard. On va pas tarder à conclure. Je conclus du coup sur le berger de cauchemar. Le berger de cauchemar, bon, pareil, nouvelle carte de Theros, un peu anti-synergique parce que ça te
t'exiles tes cartes. Mhm. Mais en même temps, tu peux l'exiler, tu as le choix. Donc tu composes, et ça te fait toujours un réanimateur supplémentaire qui peut te rajouter un petit peu plus de value. La créature est une copie, donc elle garde ses types et ses sous-types, en plus d'être un cauchemar. Ça reste un 1-1 quand même, Je hein, ça trouve que fait... c'est intéressant. Oui, non, mais c'est un 1, mais ça fait la value. Enfin, Mhm. on est là pour la value, on n'est pas là pour le stade des créatures. C'est pas faux. C'est La tellement lampade de surfait, la de toute vieille... façon. non, mais c'est ça. À quoi ça sert la force et l'endurance, finalement? À quoi La ça sert à lampade de la veille des terroriser des morts... carcasses? Exactement. Vas-y, La vas-y, lampade fini. de la veille des morts, c'est un moteur à sacrifice, c'est aussi une créature enchantement. C'est pour ça qu'elle est là. Daxos béni par le soleil, c'est une créature qui bénéficie de l'arrivée et de la mort de créatures. C'est une créature enchantement, c'est pour ça qu'elle est là. Et puis elle rajoute un peu de dévotion pour les dieux à qui ça pourrait bénéficier. Mhm. L'Alcéide du don de vie, c'est un moteur récursif. Si vous avez une enchanteresse sur le terrain, une Alcéide du don de vie, à tous les tours, vous pouvez la recaster du cimetière, piocher votre carte, la sacrifier ou la garder en protection. C'est une petite mère des runes, entre guillemets, même si c'est beaucoup moins efficace qu'une mère des runes. Ça reste une créature enchantement, donc c'est intéressant. La croisade Cathare, j'avais besoin d'une wincon à la place du sigil du trône. J'ai préféré la croisade Cathare parce que ça synergise mieux avec une grosse living death ou un gros réassortissement. La tisseuse de Nyx, c'est encore une fois une créature enchantement qui te meule et qui te permet de récupérer une carte ciblée de ton cimetière dans ta main. Avec un marqueur sur Atreus, tu peux réutiliser l'effet de la tisseuse de Nyx, c'est pas négligeable. C'est pas déconnant. La Lamy Psychotome, ça fait partie de l'état de grâce. La constellation, tu discardes la main de tout le monde en ranimant toutes tes créatures et en rasant le board. Ça, c'est vraiment le cadeau de Noël ultime, entre guillemets. Marco, avoue que tu as mis cette carte uniquement pour torturer tes adversaires quand ils vont essayer de prononcer son nom, quoi. L'ami psychoctome. Oui, j'entends, c'est clair. Tu es un sadique. Tu es un sadique, mon garçon. En même temps, c'est la première partie qui nous intéresse, hein. Elle est là pour être notre amie. Et on n'a pas besoin de lire la deuxième partie. L'Hurle-Nuit, ça peut surprendre dans un deck Carador. Ouais. Tu payes le coup de grâce, t'équipes Carador et tu butes quelqu'un. Et rien que pour ça, moi j'ai envie de le jouer. Carador en Voltron. J'avoue, j'y avais pas pensé, mais c'est. Bah, ça surprend, tu vois. Genre, déjà le Carador, pour qu'il coûte que 3 mana, t'as 5 créatures dedans. Ouais. Ça veut dire que ça en fait une 8 de force. Ouais, c'est pas déconnant. Et bah 8 de force, 8 de force de coup et t'es mort, quoi. Ah ouais, ça tabasse, on est d'accord. Voilà, et puis encore une fois, créature enchantement, terrostem, tout ce que tu veux. Bah voilà, écoute, on en a vu le bout. On est arrivé au terme de la Ouais, liste. effectivement, on a fait le tour. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut conclure? Finalement, on a une approche qui était à la fois semblable et assez différente, d'après ce que... Si je suis... Alors c'est bien, c'est une réponse de Normand, je vais me faire engueuler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, notre base commune, l'optique commune, elle est à peu près la même. Value, 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 comme dans n'importe quel deck Carador. Mais c'est vrai que là, en mélangeant les synergies que donne Carador avec le côté pioche absolument obscène des différents enchantements, il y a quand même moyen de faire des choses assez sales sur le board. Tout à fait. Il y a quelques petites pet cards qui se baladent. Au niveau des différences, moi ce que j'ai noté aussi, c'est que... Enfin, c'est une impression, tu me diras si tu penses que j'ai tort. Hein. J'ai l'impression que j'ai essayé d'être un petit peu plus homogène dans la stratégie. La rampe, il y en avait un certain nombre. La gestion, il y en avait un certain nombre. Alors que toi, tu t'es davantage concentré sur vraiment le thème et l'efficacité des synergies de ton deck, sans trop te préoccuper de ce qui pouvait se passer en face. Alors, et c'est tout à fait vrai. Et c'est, je pense, le principe de mon deck. Et en même temps, je conçois certains de mes decks un peu comme des personnages de jeux de rôle, c'est-à-dire avec des défauts visibles. Parce que sinon, les stratégies peuvent sembler parfois trop oppressives. Encore une fois, on parle ici de joueurs qui ont eu l'occasion de beaucoup gagner, de beaucoup perdre, et du coup, c'est plus forcément notre préoccupation principale. Personnellement, moi, je veux voir ce deck tourner. Je veux voir ce deck faire ce qu'il a envie de faire. Et du coup, mon build, c'est principalement concentré sur ça. Maintenant, j'ai parfaitement conscience que mon build est beaucoup moins équilibré que le tien, notamment en termes d'équilibrage des gestions. Par contre, pour ce qui est de la pioche et de la rampe, normalement, je suis bon. Hein. Normalement, on coche toutes les cases. Ça, il n'y a aucun problème. Mais normalement, effectivement, mon deck va très peu interagir avec les autres.
et quand il va interagir avec les autres, ça va être de façon très télégraphée avec des cartes clés dont il est facile de se débarrasser. C'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose, mais ce deck, je ne l'ai pas construit pour ça. Je l'ai construit autour d'un concept, effectivement, et j'ai essayé de pousser ce concept au maximum. Ça a été très difficile de se débarrasser de tout un tas de cartes et de ne pas ajouter tout un tas de cartes que j'ai l'habitude d'ajouter, effectivement, dans mes listes. Et je vois qu'effectivement, toi, tu as été beaucoup plus raisonnable avec ça, Ouais, ce qui alors, fait que ton deck... Non, ton deck fonctionne mieux que le mien dans un environnement où tout le monde doit gérer les problèmes de tout le monde. encore une fois, là c'est de la spéculation parce que les decks, les listes n'ont pas encore été véritablement testées en temps réel. Oui, Si ça se trouve, on va les jouer demain, on va se faire désosser par tout l'ensemble des gens qui nous écoutent, ils vont se foutre de notre tout gueule. à fait. Euh, mais Mais enfin pour les 2-3 parties que j'ai faites là, pour voir comment ça fonctionnait, en tout cas, il y avait un truc. En fait, j'étais parano sur le fait que je n'étais pas capable. Je voulais pas diluer trop le thème mhm. pour perdre mes synergies. Et je pense qu'avec cette recette-là, ça n'est pas le cas. Je pense que avec n'importe quelle main de départ, tu peux t'en sortir à créer 2-3 moteurs de value. Tu peux jouer à Magic avec ce deck, avec n'importe quelle main de départ. Alors c'est ça, finalement c'est le genre de deck, et là je te rejoins pleinement, où tu vas pas forcément gagner les parties avec, mais au moins tu auras un ou deux tours où tu auras fait des trucs. Tu auras vraiment fait plein de trucs. Mhm. Alors du coup, Exactement. je me tourne vite fait avant qu'on conclue sur le chat. Il y avait deux trois questions qui restaient. Alors, on m'a dit pourquoi l'interlude mettre une cleansing meditation qui est ultra synergique avec Meren. Oui, sauf que Meren est dans un deck et pas dans l'autre, donc je pense que c'est pour ça tout bêtement. Mais pourquoi pas, hein, l'idée est pas mauvaise. Ça se tient complètement. Cleansing Meditation. Je te laisse t'instruire, Marco. Vandounet demande qu'est-ce qu'on pense des deux sagas de Theros, Timaret appelle les morts et l'emprisonnement des titans. J'y ai pensé. Elle faisait partie en tout cas de mon build au départ, et c'est deux cartes que j'ai cut parce qu'il fallait faire des choix. Mais Ouais. dans l'absolu, c'est le genre de choses que me verrais bien essayer s'il y a des choses à faire valser. Typiquement, Apollo Kranos et un Sran. Pourquoi pas les rentrer à la place. J'y ai songé. Ouais. Et puis Alex qui nous sort, c'est marrant, je serais totalement pas parti comme vous, j'aurais joué en mode prison avec les silences aura, les ghostly prisons et les stony silence. Oui, mais toi Alex, tu es un sadique. Tu es un méchant. Oui, déjà, tu es un sadique, et de deux, enfin, si on veut jouer Enchantress Prison, il y a d'autres généraux pour le faire. Ouais. Là, on n'est pas là pour ça. Ah, là, Si c'est tu veux jouer vraiment... Enchantress Prison, tu joues Bant. Il y a pas de problème. Enfin, t'as des trucs super forts, t'as des trucs qui détruisent des artefacts, qui taxent les artefacts à don. Bah, tu joues des Et effectivement, tu tu pousses joues des sur le blanc. Revistax dans ces cas-là. Et là, effectivement, tu joues Ouais, prison. par exemple. Mais même, comment dire, encore une fois, même, il s'appelle. Ah, tu vas ça Oui. est impressionnamment puissante en termes de commandant enchantement pur, prison, stacks. Complètement. Là, l'idée, c'était de jouer des créatures enchantement. Mais si j'ai envie de jouer les meilleurs enchantements, je vire tout le thème du deck et je remplace par plein d'enchantements très très forts. Dans ces cas-là, tu vires aussi le général et tu joues un autre deck, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est l'idée. Bon, bah écoute, je pense que là on a fait à peu près le tour de la question, des trois questions de ce soir. Il nous Effectivement. reste à remercier tous nos auditeurs de ce soir d'être venus pour ce premier épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Voilà, j'espère le premier d'une longue série. Hein. Ça fait partie des petits projets qu'on caresse depuis un petit moment. Un petit mot également pour remercier Christophe de la boutique Tophopolis à Poissy de nous héberger pour cette émission. Christophe, on te salue, on espère que tout va bien de ton côté aussi. Puis on espère Christophe, on t'aime, on te fait plein de bisous. Voilà, des cœurs, tout ça, on devient totalement sentimentaux. Un petit mot Bon, des bisous également consentis sur en mètre 50 de distance, mais des bisous quand même. Un petit mot sur les différentes façons de nous joindre. Ce sera essentiellement via le Facebook de la boutique Tophopolis pour l'instant en tout cas. Et puis éventuellement on mettra peut-être en place un petit Twitter. Pour ce qui est des listes des decks, on mettra les liens vers Tapped Out, vers List Tapped Out sur le Facebook Tophopolis. Donc allez jeter un petit coup d'œil, vous trouverez ces listes là-dessus. Et puis on espère vous retrouver très rapidement. On va essayer de remettre ça. Allez, je ne vais pas m'engager sur des dates précises parce que c'est toujours un petit peu compliqué, mais on va essayer de ne pas laisser passer trop de temps. On se retrouvera la prochaine fois. Voilà, on vous tiendra au courant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous en faire part, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Plus on aura de monde et plus la chaîne se développera, et plus on pourra développer de sujets. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à raconter ce soir. Marco, as-tu autre chose à rajouter ? Exactement. Merci de nous avoir écoutés.